Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Langue de Foot. Hey. Émission numéro... c'est peut-être la 10e là d'ailleurs, j'ai pas compté, j'aurais dû compter parce que on est peut-être sur un numéro spécial là, depuis nos débuts. Non, je pense qu'on serait 9 parce que c'est la première du mois de décembre et vu qu'il y en a 4 par mois, ça serait la 9e je pense. Waouh, t'es trop intelligent. Ok. Merci, ça fait plaisir. Bon, comment tu vas Elio? Franchement, je vais bien. Bon, week-end de Serie A un petit peu. Alors, retour de pause internationale qui ne s'est pas totalement passé comme prévu pour tout le monde. Voilà, et retour de pause internationale qui est en train de bien se passer pour, attention, Robin, comment tu vas? Très bien, bien évidemment. Et vous? Ça va. On était en fit avec des haltères. Ouais. On avait envie d'avoir leur point de vue sur le football, mais finalement, comme tu es arrivé, on va laisser tomber les haltères et on va prendre le tien. Elles ont un meilleur avis que moi. Bon, on parle des cheveux d'Elio avant de commencer ou Oui, on oui. ignore, Oui. ou on ignore Oui. cette actualité? Non, faut surtout pas ignorer cette actualité. Pour moi, c'est aussi important que les coupes de Pogba. Donc Elio, c'est le projet tête en rouge C'est par rapport à ton Team pari perdu sur Lille. C'est pour pouvoir C'est ça, mettre le en fait, crâne c'est la- aussi en en fait, rouge. En fait, c'est la première étape. On a d'abord coupé tout ce qu'il y avait de couleur sur cette tête Ouais. et après on va en remettre. Ok. Bon, bah, on a hâte de voir l'évolution de ça. Donc, Elio, nouveaux cheveux, jour 1. Rendez-vous Ouais. la semaine prochaine pour voir l'évolution. Ok. Bon, alors ce soir, on a un petit programme sympa. C'était une semaine plutôt chill, mais il y a quand même quelques actus. Donc, ce soir, on va en parler dans le fast-foot avec plusieurs petites actus qui sont entre les magouilles, des affaires de magouilles et des affaires de business aussi dans le même temps. Elio va nous présenter ça. Ensuite, on parlera Maxi Draft. La J8 a été exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Je vous en ai même pas parlé là, et les deux personnes sont au courant des résultats de qui a gagné cette journée de championnat. Mais on est sur des records de moyenne dans les équipes. Ensuite, on parlera Eurocup, on reviendra sur la semaine de Ligue des Champions, un peu la morose des clubs français dans l'ensemble, même si certains ont surnagé. On parlera ensuite, on réessayera ensuite notre petit jeu Alpha Peak qu'on a fait évoluer un peu la semaine dernière avec l'aide de Robin. Et peut-être aussi un petit jeu de maillots que tu vas nous présenter, Robin, de nous faire trouver des maillots. Voilà. Et puis on terminera tranquillement par le Bigfoot. On fera l'actualité des championnats. Voilà, il y a eu des matchs immanquables ce week-end, notamment celui de Liverpool et de City. On reviendra là-dessus. On commence tout de suite directement avec le fast-foot. Première actu. El Titulo. Alors, dans le football, les choses vont très très vite. Parce qu'il y a une semaine, on parlait de John Textor comme étant au bord du gouffre, qu'il allait devoir vendre toutes ses équipes pour sauver l'Olympique Lyonnais. Eh bien, peut-être que le salut vient d'Amérique latine. Un peu comme pour les nazis en Argentine. Bah, cette fois-ci, c'est les clubs brésiliens qui ramènent du coup de l'argent à John Textor. Alors, pour vous donner un peu le contexte, c'était du coup la finale qui avait lieu à Buenos Aires entre Botafogo et l'Atlético Mineiro. Et on va dire que pour Botafogo, cette victoire, elle est un petit peu miraculeuse parce que Botafogo n'avait jamais gagné la Copa Libertadores et surtout qu'ils ont joué quasiment l'intégralité du match. Ouais. Allez, 89 minutes à 10. T'as vu le tacle? Incroyable. Ouais. Hein. Complètement fou. Alors, c'est gentil de parler de tacle. Oui, C'est plutôt un un high kick. C'est un high kick de MMA. KO premier round. On peut dire que là, clairement, le carton rouge, clairement, Grégory, qui a donc pris le rouge, n'a même pas réagi. Il a beaucoup de chance. Il n'a même pas réagi, il le savait. Ouais, bah oui. Mais il a beaucoup de chance que l'équipe gagne le titre derrière parce que franchement, je suis son coéquipier, mais je lui en veux à vie. Mais ce qui est fou, c'est que dans d'autres conditions, si ça se trouve, il le gagne pas ce match en fait. C'est fou parce que ça change tellement tout tactiquement. Et là, le fait qu'ils aient évolué bloc bas tout le match, c'est peut-être ça finalement qui leur a ouvert les espaces, qui leur ont donné les. Pour parler un peu de foot, gros match d'Alex Telles, ancien de Man United ou encore de Porto, très très gros match. Mais sinon, alors pourquoi ça fait sourire John Textor cette victoire? Il y a tout simplement parce que John Textor, il est aussi propriétaire de Botafogo et que cette victoire va faire rentrer plus de
tenez-vous bien, 70 millions d'euros dans les comptes de l'Eagles Holding Group. Ah, Ouais, moi je genre- croyais que c'était 27 millions, tu vois. Alors, c'est J'ai lu 70. 23. J'ai lu Alors, 23. 23 millions de dollars, C'est le ce chèque qui est qu'il à a peu eu à près la 20 fin. millions d'euros, parce qu'ils ont gagné la Copa Libertadores et Ouais. la FIFA avait promis 50 millions d'euros aux clubs qui se qualifiaient pour la Coupe du Monde des Ah clubs. oui, c'est vrai, ça les qualifie ça- pour la Coupe du Monde des clubs, ok. Ça fait 73. Et du coup, en tout, ça fait à peu près 70 millions, parce que c'est en dollars, l'euro, la conversion. Ouais, ouais, Mais en ouais. tout cas, ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses et ça peut potentiellement changer la fin de saison de l'Olympique Lyonnais, cette victoire du Botafogo. Ça peut, bah, ça va aider, on va dire. Après, le trou de 500 millions qu'on a vu, Ce qui est c'est. terrible, alors que ça devrait être l'inverse, c'est Botafogo qui va aider Lyon, alors que normalement c'est Lyon qui devrait aider Botafogo. Oui, c'est assez. Mais en tout cas, C'est quand ça même montre incroyable. aussi, parce qu'on rappelle aussi à tous ceux qui ont suivi les infos la semaine dernière, qu'ils ont besoin de rassurer les créanciers. Et en fait, ces 70 millions d'euros, ils vont peut-être pas combler tout le trou, mais permettre de rassurer les investisseurs. En Ouais, disant, mais. Regardez nos décisions à Botafogo, elles ont porté leurs fruits, il faut continuer à nous faire confiance pour Lyon. Alors pour les investisseurs, ouais, mais c'est ça, c'est que la DNCG, en fait, ils s'en fichent un petit peu de ce qui se passe à Botafogo. Eux, ils regardent l'argent qui rentre dans les comptes de l'OL, en fait. Et là, le titre de Botafogo, bon, tu dis Botafogo va aider Lyon, mais c'est un juste retour parce que ce titre, il vient de l'argent des Lyonnais à la base. Hein. Les 40 millions de recrutements qu'ils ont fait là cet été Botafogo, alors que au Brésil, un mercato à 40 millions, c'est un truc que tu vois jamais. Ben, c'est en partie par rapport à des fonds récupérés sur les ventes d'actifs lyonnais. Donc moi c'est pour ça que je l'ai titré de façon un peu sarcastique sur Instagram, l'OL remporte la Libertadores. mais ouais, en tout cas c'est un bon premier signe pour Textor et oui, il va pouvoir prendre une partie de cet argent et le passer sur les comptes d'OL Group Je viens potentiellement. de voir deux anciens de Liga, je ne savais même pas qu'ils étaient dans cette équipe actuellement. Il y a Marsal, je ne sais pas si vous voyez sur la Ouais, photo, Marsal. l'ancien Lyonnais Il qui a est joué à là. Wolverhampton. Il est Exactement. là. Et juste à droite, il a joué à Nice, c'est Danilo Barbosa. À droite de Lui Marsal. ici là. Ouais. Ah ouais, ok. J'aurais pas reconnu. Et Ouais, moi d'ailleurs, non plus. ouais, il a joué à Nice, Danilo Barbosa, milieu de terrain. Et juste à côté, c'est la pépite Thiago Almada qui va arriver à Lyon. Thiago Almada, Juste c'est à côté de. là. Ouais. Ok, lui je le connais pas. Je connais pas. Un pépite argentin, numéro 10, qui va débarquer à Lyon. Le transfert a déjà été effectué. Ah ok, d'accord. À mercato hivernal ou d'été C'est ça. prochain? Ah non, il va arriver là. Ah là là. Ah ok, Ouais. bah, ça va être intéressant à suivre. Ok. Et d'ailleurs, Botafogo est à un match de gagner le titre. Donc s'ils font match nul ou qu'ils le gagnent, ils sont champions du Brésil. En Ah plus ouais. de la Coperta Ah, je Libertadores. savais pas qu'ils étaient aussi en titre parce que c'est pas l'année passée où ils avaient je sais pas combien de points d'avance, un truc de malade et Ils où se le sont club s'est effondrés. effondré et finalement n'a pas gagné le titre? Ou c'est toujours Là- ce même championnat où finalement ils ont Attends, réussi à... Je vais me mettre sur le Que c'est calendrier. complexe, je sais pas quand est-ce qu'elle commence la saison au Brésil, Il leur quand est-ce qu'elle reste se termine. 2 matchs. Il leur reste 2 matchs et ils ont 3 points d'avance. Donc D'accord. mathématiquement, s'ils gagnent le prochain, je crois au goal average, ils peuvent plus être rattrapés. Donc Ok, d'accord, Voilà. il faut qu'ils en... ils peuvent encore Ok. gagner le titre. Ouais, donc saison très faste pour Botafogo. Ouais. Exactement. Qui montre Ok. que Textor, ça peut marcher. ouais, on va attendre un peu plus de longévité déjà, mais oui, sur du court terme comme ça, en tout cas là, ça a fonctionné. Mais ouais. Ok, on enchaîne avec un procès qui connaît quelques développements. Orelsan chantait en 2017 la famille, la famille. Ben, parfois, la famille, elle peut quand même vous la mettre un peu à l'envers. Hein. C'est le début du gros procès Paul Pogba. Alors, pour vous remettre un petit peu le contexte, du Paul Pogba en 2022 aurait été séquestré, enlevé puis séquestré dans le 94 par des membres de sa cité, dont notamment son frère qui aurait été complice. Son frère, on rappelle, il avait eu l'histoire du maraboutage. Il y avait la vidéo qu'il avait fait en plusieurs langues sur TikTok où il accusait son frère de maraboutage ou d'autres délits et crimes du style. Mais en tout cas, voilà, ils auraient réclamé à Paul Pogba, du coup, ces mecs-là de sa cité. Alors, on je est sais d'accord, pas- juste le frère, parce que je confonds souvent. Lui, c'est Mathias. Hein. Là, Alors- c'est Mathias qui est accusé, hein, c'est pas Florentin. Hein. C'est Mathias qui est accusé, c'est le grand D'accord. frère de Paul. Ok. Mais Mathias, c'est jumeau de Florentin. Ah d'accord, mais ok, Comme mais ça, pour Florentin, coller. lui, on est d'accord, Florentin, il a rien à voir dans ces. Florentin n'a dans rien à cette voir. affaire. Et Florentin, Ok. c'est le défenseur qui a joué à Sochaux. Ouais. À Saint-Etienne, ok.
En tout cas, voilà, pour vous remettre un peu le contexte. Et le procès, du coup, a commencé. Et les magistrats. Alors, Mathias est quand même assez, on va dire, inculpé dans l'affaire, mais c'est pas la grosse tête de l'affaire. C'est ce que les premiers D'accord. jours de procès nous ont révélé. La grosse tête, ça serait un certain Roujdan K, qui serait le cerveau de l'opération, qui serait considéré dans la cité comme le grand frère et qui aurait donc mal vécu certains agissements de Paul Pogba, parce que vous savez, c'est aussi un peu ce qui est arrivé à N'Golo Kanté dans le même style, des anciens qui réclament de l'argent en disant qu'ils lui ont donné de la protection, qu'ils lui ont donné de la force, et au final, ils n'ont rien en retour. Mhm. Alors, les premiers jours, Roujdan Khan n'a quasiment pas parlé aux grandes dames des magistrats. Il a été, si vous voulez un peu les détails, il a été très évasif. Il n'a pas du tout parlé de ce qu'il avait fait. Et lui se considère comme une victime de l'affaire, Roujdan Khan. Alors, pour vous dire, Roujdan Khan n'est pas un enfant de cœur hein, dans le milieu du grand banditisme, parce qu'il aurait passé plus de 15 ans derrière les barreaux dans sa vie, déjà. Ce qui est pas mal. Ok. Vas-y, tu commences à s'écrire Roujdan K. Je vais mettre une photo à l'écran pour les gens là. J'avais jamais entendu son nom. Je n'ai pas trouvé de photo de lui. Ah d'accord. Je n'ai pas trouvé de photo de lui parce que et surtout il est surnommé aussi Rakam le Rouge. Oh. D'accord. Pour ceux qui connaissent. Ok. Ah ouais, j'avais pas suivi ce développement là. Et ça s'écrit comment Roujdan? R-O-U-S-H-D-A-N, Roujdan. D'accord. Rakam le Rouge. Roujdan, j'avais jamais entendu. Et son nom de famille, c'est quoi? Putain, ça sort même pas dans les résultats. Comment t'as fait pour trouver ça? On n'a pas de nom de famille. Non mais Elio, je pense qu'il s'est rasé le crâne pour entrer dans la mafia sicilienne. Tout simplement, et qui commence à côtoyer des milieux du grand banditisme. Et c'est pour ça qu'il sort des blagues que même Internet ne connaît pas. Mais lui, il les connaît parce qu'il les côtoie. J'abandonne, je trouve absolument pas. Ok, donc. Je vais arrêter de me foutre de la gueule de cette coupe de cheveux parce que. Je dis le blast de mes gars comme ça sur Twitch. C'est pas faux. En même temps, vu l'audience, tes gars risquent pas grand chose pour le moment. Ok. Pour le moment. Mais bon, t'inquiète pas que la semaine prochaine, vous allez faire l'émission à 3 et ce sera l'autre fille à ma place, je pense. Hein. Il y a moyen. T'auras une petite larme tatouée sous l'œil. On laissera un même avec ce crâne luisant. Oh putain. Ouais. Mais je suis pas chauve, les mecs, j'ai juste des cheveux très courts. Pas loin. Et donc les développements qu'il y a eu cette semaine, pourquoi on a entendu du bruit dans la presse là, on apprend que c'est Roujdan K la tête de toute cette affaire. Mais concrètement, il y a des nouvelles accusations qui sont sorties, il y a des faits qui ont été établis sur des sommes. Qu'est-ce qu'on a de... Pour le moment, en fait, l'affaire patine énormément parce que en fait, les principaux accusés ne répondent pas. Tout simplement, c'est comme je l'ai dit au début, les magistrats sont quand même assez énervés. Hein, c'est ce qui ressort des articles parce qu'en fait, il n'y a pas de discussion. Okay. À chaque fois, tout le monde nie absolument ce qui s'est passé et du coup, ce qui fait que l'affaire en fait est assez bloquée. Ok, d'accord. Et là, du coup, là ici, c'est l'avocat du coup de tout. Ils sont co-accusés. Est-ce que tu sais ça, si toutes les personnes qui sont dans cette affaire tout autour, donc Mathias Pogba, Roujdan K, etc. Ils ont un seul avocat qui les défend tous, ou ils ont chacun leur représentant et ils viennent à tour de rôle à la barre? En fait, alors les médias l'appellent, notamment 20 minutes, appellent ça la bande de la renardière. Ils risquent pas tous la même chose. Ok, d'accord. Ils sont en gros, ils risquent en moyenne entre 5 à 10 ans de prison. Ok, d'accord. Alors, pour vous donner un petit peu le CV de Roujdan K en détail, je viens de le trouver. Il a été condamné à 10 ans de prison pour tentative de meurtre en 2006. Et en tout, il a passé 15 ans de sa vie derrière les barreaux. Ok, d'accord. Ouais. C'est pas mal, Rakam le Rouge. C'est pas un enfant de cœur. Ok. Bon, bah en tout cas, à suivre cette affaire. Donc oui, moi j'ai juste pu voir dans la presse que Pogba avait obtenu le droit de ne pas se présenter parce que donc les accusés ont fait une demande en nullité du procès du fait que Pogba soit absent et ça a été refusé et la présence de Pogba donc maintenant ne peut plus être remise en cause. Qu'il vienne ou pas, le procès va se tenir et ça ne rendra pas caduc ce qui va s'y passer et Pogba n'a aucune obligation de venir assister au procès.
Il n'a aucune obligation et même là, dans ce procès, les magistrats essayent de comprendre. Du coup, et il y a une anecdote qui est sortie qui a fait beaucoup réagir. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, du coup, vu que Roujdanka a un peu énervé les magistrats, vu qu'ils répondaient pas du tout, qu'ils restaient complètement évasifs, eh bien, à un moment, un des magistrats lui a dit: vous aviez 42 centimes sur votre compte courant et vous étiez endetté à hauteur de 25 000 euros. Ok, ok. Donc, on pense savoir pour quelle raison Roujdanka a voulu séquestrer et voler de l'argent à Paul Pogba. Ok. Bah écoute, on va suivre comment ça évolue. Et puis voir si au final, quand Netflix dans 10 ans sortira une série sur la vie de Paul Pogba, à quel point cette affaire peut être corrélée à son déclin sportif. Ah, clairement, mais là, clairement, Paul Pogba, si je peux donner une opinion personnelle, on est sur l'une des fins de carrière les plus historiques de l'histoire du football. C'est pour ça que je pense qu'il y aura série. Mais parce que Prime là, ou Netflix. On est sur la blessure, le marabout, l'extorsion, la séquestration. On est sur l'affaire de dopage. C'est un mélange parfait entre l'équipe de France 2010 et Mbappé. Ce qui est fou, c'est qu'on a eu donc un documentaire sur lui où on apprenait strictement rien, qui ne servait strictement à rien. Et depuis ce documentaire, c'est carrément le déclin. Alors que là, maintenant, il y aurait tellement de contenu à faire pour nourrir cette série. C'est clair. Ah ouais, c'est clair. Ah, mais là, en audience, ça cartonnerait. Ah bah ouais, non, c'est sûr. Ah mais oui. Ok. Bon, et ben on continue de suivre ça. Info suivante. Oh non. Ton grand ami. Le joueur préféré de Robin, il a clairement dit en off, personne n'a pu entendre, mais qu'il appellerait son fils Gianluigi. Non, tellement il le porte dans son cœur. Non, je vais l'appeler Madvev. Est-ce que vous savez c'est quoi le prochain club idéal pour lui? Moi je l'ai. Ah, c'est une blague. Non, il va dire Monaco ou Liverpool. La SPA? Non, la Roma. D'accord. Parce que tu le donnes à Roma. Oh non. Bon, rebondissons. Passons. Vite. Jair, on est à égalité. J'ai fait ma blague sur les Allemands en Amérique du Sud. Tu as fait ton flop aussi. On est à égalité maintenant. Mais j'adore les flops. C'est mon péché mignon. J'aime trop flopper. C'est trop agréable de flopper. On parle du match du PSG en Ligue des Champions? Non. Mais Elio va te dire. T'inquiète pas. Oui, son petit spleen dans la presse. Alors, depuis que est arrivé un certain Luis Enrique, on va dire que ce monsieur devant nous n'est plus un titulaire indiscutable. Bon, ce qu'il a rarement été dans l'histoire du PSG, mais clairement l'ambiance en interne semble être très compliquée à l'image de la situation au Paris Saint-Germain. Et donc Donnarumma a très mal pris le fait de ne pas avoir été titularisé contre le Bayern la semaine dernière. Même si il a quand même aidé Savonov à se chauffer. Surtout qu'en plus, pour remettre un petit peu de contexte, Luis Enrique avait déclaré dans la presse que le Bayern mettait un pressing très fort et que du coup, il fallait avoir un gardien qui sache jouer avec les pieds. Et il a préféré Savonov à Donnarumma, ce que l'Italien a vécu un peu comme une humiliation, tout simplement. Et du coup, l'ambiance en interne, elle s'est dégringolée, surtout qu'en plus, Savonov a fait l'erreur qui a amené le but du Bayern, le but de la victoire. Et pas mal de grosses écuries du football européen sont intéressées, notamment deux en particulier que je vais souligner parce que ça m'a fait rire. L'Inter de Milan, alors que Donnarumma a été considéré pendant très longtemps comme un jeune de l'AC, et le Bayern de Munich. Non. C'est deux clubs qui ont un gardien en place qui a 37, 38 ans, 39 ans. Donc, Alors, l'M67 nous dit Donnarumma GOAT. Mais après, GOAT, ça a un double sens, hein. L'M67. Donc, peut-être qu'il parle au sens propre. En fait, tout simplement, ça montre aussi que c'est un gardien qui, quand le Bayern s'intéresse à un joueur, c'est rarement que c'est un joueur qui n'a pas de potentiel. Hein. Donc, je pense qu'il y a peut-être une erreur de gestion au niveau du PSG. N'oublions pas que Nubel est passé par le Bayern, hein, donc ils peuvent faire des erreurs au niveau des gardiens. Merci Robin. Nubel, futur numéro 1 de l'équipe d'Allemagne quand même. Hein. Mais bon. Ouais. Bah oui. Non, mais ce garçon psychologiquement est quand même très faible psychologiquement et
Et moi, je m'inquiète pour la suite de sa carrière parce que j'ai l'impression qu'il ne sera jamais prêt pour des matchs de grand niveau. Alors, bien sûr, il a gagné l'Euro avec l'Italie, mais depuis, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a jamais Mais il vu a au gagné la niveau. Ligue 1 avec le PSG. La Ligue 1, oui, mais bien sûr, sur 38 matchs face à des adversaires très faibles. Mais lors de grands rendez-vous, il n'est jamais présent. Ben, le truc, c'est que, alors, pour un petit peu dédouaner Donnarumma, même si, honnêtement, bon, je vais pas le cacher, moi, je suis pas fan non plus de Donnarumma, mais Paris a rendu chèvre tellement de gardiens bons passés par Paris auparavant qu'on se demande aussi c'est quoi le truc, parce que quand tu vois comment Buffon a été ridicule à Paris, quand tu vois comment Trapp a plongé au bout d'un moment, comment il y a eu qui d'autre, Sirigu, c'était pas si mal que ça au début, mais Sirigu, on va dire qu'il avait un niveau plafond déjà beaucoup moins élevé que tous les autres, mais au final c'est un de ceux qui s'en est le mieux sorti quand tu regardes tous les gardiens. Il y a que Navas qui a réussi à briller. Et c'est dommage d'avoir finalement fait ce pari de la jeunesse et d'avoir dégagé Navas, parce que Navas avait démontré toutes les garanties nécessaires pour le haut niveau. Il y a Alonso qui a fait Jérôme Alonso, donc ancien gardien du Paris Saint-Germain, qui a vraiment très très bien résumé la situation. Ouais. Il a dit, c'est bien simple à l'époque, donc tu vas chercher un Sirigu que personne connaît, qui fait son trou en Ligue 1, qui est quand même correct pour le niveau à l'époque du PSG, qui est performant en Ligue des Champions, tout ça. Tu l'installes pour finalement lui mettre Trapp dans les pattes. Ouais. Trapp, finalement, s'impose. Il prend le dessus sur Donnarumma. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Il fait des prestations honorables. Qu'est-ce qu'on fait? On lui met Areola dans les pattes. Ouais. Areola, on lui fait confiance. Il commence à avoir des bouts de match. Il commence à s'imposer. Bim, on lui met Buffon dans les pattes. Buffon, avec le statut qu'il a, on est obligé de le mettre titulaire. Finalement, Buffon craque face à United en Ligue des Champions. On recommence à zéro, on va chercher Navas. Navas excelle, c'est certainement le meilleur gardien qu'on a eu en Ligue des Champions. Meilleur gardien de l'ère Qatari. On a eu l'ère Qatari, tout ère confondu même, parce que c'est vraiment un super gardien. Il y a quand même du Lama. Il y a du Bernard Lama, ok, mais sinon, il est dans le top 3, je pense, des gardiens parisiens. Ouais, top 3. Et là, voilà, on a Donnarumma qui est sur le marché, qui est fin de contrat. Mino Raiola le place à Paris, et maintenant, voilà, on dégage Navas qui était d'un niveau irréprochable. Et maintenant, on installe ce gardien-là, Donnarumma, qu'on essaye depuis maintenant plusieurs saisons à mettre en place. On lui met un Russe tombé nulle part qui est catastrophique dans les pattes pour le déstabiliser psychologiquement. Enfin, la gestion des gardiens au PSG depuis maintenant 15 ans est catastrophique. Ben, il y a ça. Et en plus, j'ai appris récemment que Tenas, c'est Tenas, hein, votre troisième gardien qui est très bon d'ailleurs, qui a fait un super Euro, super JO avec l'Espagne. Ben justement, il a été réclamé par Luis Enrique. En fait, c'est vraiment un transfert avec estampillé Luis Enrique. Donc en fait, moi, ça me surprend qu'il fasse passer Safonov devant Tenas aussi, en fait. Et pour le coup, Tenas a un très très bon jeu. Bon jeu au pied. Ben, pour l'avoir vu jouer au Havre notamment, parce qu'il a joué en Ligue 1. Et parce que Donnarumma a été expulsé après une sortie au pied hasardeuse, voilà, une fois de plus. Et Tenas avait fait un super match pour son premier d'ailleurs en Ligue 1. Et on l'a plus jamais vraiment revu. Et il en a fait 2-3. Il en a fait 2-3 l'an passé. Et pourquoi l'an dernier tu l'as fait jouer 2-3 saisons? C'est, je pensais, pour que justement il soit numéro 2 cette année, pour finalement le mettre numéro 3. Bizarre. Mais je pense que derrière le transfert de Safonov au PSG, il y a des choses qu'on ne sait pas. Je pense, voilà. Il doit y avoir un blanchiment d'argent, il doit y avoir quelque chose. C'est bizarre. Pourquoi Paris va aller chercher un Russe? On n'a quasiment pas de Russes dans le championnat de Ligue 1 par Kouzaïev au Havre. On n'a jamais recruté. Et puis c'était cher, c'était relativement cher quand même, hein, plus de 20 millions. C'était très cher et on lui donne très cher par mois. Il est apparemment payé 450 000 euros par mois. J'ai vraiment l'impression que c'est un transfert magouillé, qui a des choses qu'on ne sait pas derrière tout ça. Ok. Voilà, c'est mon avis, j'en sais rien. Après, peut-être que Romain Molina nous dira la vérité dans quelques années. Voilà, on verra. Et toi, Elio, pour conclure cette rubrique sur Donnarumma, toi, tu vois son avenir comment? Enfin, tu préférerais quoi pour son avenir? Toi, tu préférerais qu'il reste à Paris, tu le penses encore capable de s'imposer et de fermer toutes les bouches, ou tu préférerais qu'il aille ailleurs pour s'aérer l'esprit et être plus en de meilleure disposition quand il intègre l'équipe italienne? En fait, clairement, je trouve que c'est... En fait, je pense que clairement, et je vais pas lui chercher des excuses comme un enfant, mais je pense que c'est clairement l'environnement à Paris qui est pas fait pour lui. Okay. C'est clairement, avec l'équipe d'Italie, les matchs se passent globalement très très bien. Dans 95% des cas,
il y a toujours une phase où il y a toujours un match où il va peut-être déconner. Mais là, avec Paris, ça s'est quand même répété très, très souvent. Ok. Et quand on voit qu'il y a des clubs comme Man City, l'Inter de Milan ou le Bayern qui sont à l'affût parce qu'il est sur le départ, c'est pas un guignol. C'est un mec qui a du talent. C'est un mec qui sait faire, qui a réalisé des parades énormes. Et je pense que ce serait peut-être mieux pour lui de claquer la porte de Paris maintenant et d'aller se relancer dans un autre C'est club. pas Paris c'est pas lui qui va claquer la porte à Paris. Hein. C'est Paris qui va lui préparer sa valise, qui va le mettre dans le tarmac dans l'avion pour qu'il se barre. C'est pas pareil. Hein. Allez. Je crois qu'il est en pouvoir de claquer des portes, lui. Après, vous allez vous retrouver avec Savonov en titulaire quoi, après l'hiver. Ouais, bah, ça, c'est un autre problème. Là, effectivement. Le soldat de Poutine, là, on n'en veut pas. Mais C'est vrai que lui, par contre, il faudra une explication, un documentaire Netflix, un truc, parce que c'est vrai qu'il sort du sol un peu, lui. Ah, mais du sol gelé de Saint-Pétersbourg, ouais, de Krasnodar. Non, mais et le pire, c'est que je connaissais même pas ce gardien-là. Et d'ailleurs, je pense qu'aucun suiveur de la moi, Ligue 1 jamais entendu parler. connaissait Matvei Safonov avant qu'il débarque à Paris. Clairement Et pas on le paye 500 000 bars par mois. Ouais. 450 000. Non, mais franchement, le gars, il est même pas capable de faire une sortie aérienne. On est ridicule. Bon, bref, j'ai débordé. Allez, on enchaîne. Bah tiens. Ça continue. On continue, on va faire plaisir à Robin. Ouais. Actualité très parisienne, on a fait un tour par la banlieue, on a fait un tour par Munich et on revient à Paris parce que l'info est assez extraordinaire et tu vas voir aussi, on va conclure un peu par Paris aussi, tu vas voir Robin. Oh, ouais mais attends parce que j'ai préparé une devinette pour la dernière actu. D'ailleurs, donc n'en dis pas en plus. lien avec le stade derrière. Ouais. Il est fort. C'est en rapport avec le stade et évidemment monsieur Nasser Al-Khelaifi qui est devant. Alors le Paris Saint-Germain est en train absolument de faire tout son possible. Attends 2 secondes, Robin, tu tapotes près de ton micro. Ah merde. Vas-y. Le Paris Saint-Germain est en train de faire tout son possible pour ne plus jouer dans cette enceinte et d'avoir son propre stade. Malgré les annonces d'Anne Hidalgo, le Paris Saint-Germain a quand même veut son propre stade, veut être propriétaire et surtout avoir un stade plus grand. Parce que c'est vrai que 45 000 places pour un club qui se veut être l'un des plus gros d'Europe, quand on compare par exemple avec le Bayern, avec le Barça, c'est vrai que le PSG en est pour le moment très loin. Et du coup, l'objectif, ce serait de faire un stade en partenariat avec Populous, qui est donc un cabinet d'architectes américains, pour faire un stade qui serait modulable entre 50 000 et 90 000 places. La localisation, pour le moment, n'a pas encore été définie, mais elle sera certainement en banlieue ou en proche banlieue, sachant que dans les envies du Paris Saint-Germain, ils veulent en fait se rapprocher de Poissy, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Et on va appeler ça le Poissy Saint-Germain bientôt. Ouais. C'était une très bonne vanne. Merci. Et en gros, du coup, Populous est prêt à investir 1 milliard d'euros avec des investisseurs privés, des investisseurs français, qataris, pour financer ce nouveau stade. Mais pour le moment, ça reste quand même un dessin. Pour le moment. Non, mais un gribouillis même, j'espère. Parce que franchement, ça serait quand même lamentable qu'on quitte le Parc des Princes parce que c'est quand même la dernière chose qui nous rapproche de Paris. C'est-à-dire qu'on a déjà le centre d'entraînement, comme tu l'as dit, à Poissy, donc qui était anciennement à Saint-Germain-en-Laye. Donc le Paris Saint-Germain, ça venait de là. On ne sait même plus pourquoi d'ailleurs on garde Saint-Germain. On peut déjà penser à renommer le club. Et si en plus maintenant on fait un terrain à Poissy, bon bah on va laisser le Paris FC s'installer tranquillement dans la capitale. Hein. Ouais, non, clairement enfin moi ça me ferait un petit quelque chose. Mais ça me fait quelque chose, je veux vraiment pas. Je suis pas supporter parisien. Ce stade est magnifique. Non, après c'est Hidalgo. Pendant des années ils ont voulu l'acquérir, elle n'a pas voulu. Et puis maintenant la menace de partir commence à être mise à exécution, elle commence à paniquer et à se réveiller. Ah. Mais en vrai, d'un côté, Robin, je vais peut-être me mettre en avocat du diable. Vas-y. Mais est-ce que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire par rapport à l'augmentation du prix des billets, par rapport aussi au fait que le PSG veut devenir un très grand club, il y a la concurrence du PFC. Tu me dis l'augmentation du prix des billets, mais regarde, le Parc des Princes est rempli à chaque fois. Hein. Ouais, mais justement, si ça devient même un investissement financier pour certains d'acheter des abonnements et de revendre des places à chaque match. J'ai des amis qui ont fait ça et qui gagnent de l'argent, tout simplement, juste en achetant un abonnement chaque année au Parc des Princes. Et ils trouvent à chaque fois quelqu'un qui revendre ? Quasiment.
Alors, cette année, je t'avoue que c'est un peu plus dur parce que forcément, il n'y a plus de grandes stars et que quand tu affrontes Angers, le stade peut être un peu vide. Mais pendant des années, ils se sont régalés. Ah putain, tu m'étonnes, ouais. Et c'est quelque chose que j'ai pas pensé à faire, malheureusement. Mais justement, là, il y a une Ah, ancienne. parce il y a que une t'es ancienne pas un star du bâtard. Oh là là, Robin. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Il y a une ancienne star du PSG d'ailleurs qui a brillé ce week-end. Une ancienne star du PSG qui a brillé ce Ronaldinho. week-end. On en parlera. Ah, Ronaldinho, hein, le coup Ah. franc direct face au Real. Quoi? Quoi? Bah oui. Ronaldinho a mis un coup franc direct face au Real avec les Ah, légendes du waouh. Barcelone. Ah ouais, Ah oui, putain, d'accord, face aux légendes du Real. Oui, Ah, d'accord. waouh, Ouais, ouais. putain, Bien oui, sûr. le mec, Ah, tu moi, crois je te qu'il a parle- joué avec qui? Il a joué avec les légendes du Barcelone, du Ouais, Barça? moi, Ouais, je te parle du Kicks de Bondy, moi. C'est une star du PSG, lui. Ah, mais moi aussi, je pensais que tu parlais du match de Ronaldinho, là, légende Ah, des oui, légendes alors du moi, Real. je PSG, c'est moi, je parlais Ronaldinho. Ah hein. oui, moi. oui, Ah, oui, pardon. le C'est kick. vrai qu'il avait Ok. été un Monster, on sait plus de qui tu parles. Ok. Bon, les gars, dernière actu. Allez. Petite devinette pour toi, Robin. Oui. De qui va-t-on parler? Vraiment de quelqu'un qui a le P facile. Et là, Elio est en train de se dire, ce gars est vraiment trop bête. Gars, en vrai, moi, je me dis la vanne est un peu téléphonée, mais elle est drôle. Ok, mais en fait, Je sais pas, des flageolets. on va parler de lui. Est-ce que tu sais qui c'est? Fagioli. Voilà, Oui, et donc en Nicolo fait, Fagioli. quand j'ai cherché le visuel, j'ai tapé Fagioli, j'ai pas tapé Qui est- Nicolo, Il et a ça, dit, et ça m'a mis cette image. c'est Nicolet en italien. Il a annoncé à l'Olympique de Marseille. Bah justement, c'est de ça dont Elio voulait nous parler. Eh bien, pas que à l'Olympique de Marseille, parce qu'en fait, les Parisiens aussi ont un goût en termes de milieu de terrain italien de qualité. Et du coup, la concurrence est ouverte entre l'OM et le Paris Saint-Germain pour le milieu Nicolo Fagioli, qui, malgré l'hécatombe à la Juventus de Turin, je ne sais pas qui est le coach, je ne connais pas le nom de la nouvelle équipe qui s'occupe de la santé des joueurs, mais c'est cataclysmique. En tout cas, Fagioli, qui lui est en forme, n'est pas titulaire, il n'arrive pas à gagner la confiance de Thiago Motta, et du coup, il intéresse l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Au niveau du prix, la Juventus estime son prix entre 25 et 30 millions d'euros. Ce qui veut dire que l'OM pourrait potentiellement avoir dès cet hiver un milieu Hubsberg, Rabiot, Fagioli. Non, mais ce qui Ouais. est génial pour lui, s'il vient au PSG, c'est qu'il pourrait miser sur la victoire du PSG quasiment chaque week-end. Il va gagner un peu d'argent. Il va gagner énormément d'argent. Parce Parce qu'on que- rappelle aussi que Fagioli a été suspendu Exactement. toute la saison 2023-2024 par rapport à l'affaire des paris dont on avait déjà Ah parlé en début oui, de j'avais saison. oublié. Oui, Jair, t'oublies tout. Ouais, non, ouais. Mais je connais pas trop Fagioli, je l'ai pas trop vu jouer, je sais pas à quel point c'est un bon joueur. Alors, je trouve qu'en termes de milieu de terrain, c'est un milieu très classe. Ça peut pas être pire que Fabien Ruiz, tu me diras. Mais c'est quel type de profil? C'est un gars très... C'est un milieu technique? En Italie, c'est ce qu'on appellerait plutôt un regista, un peu à la Pirlo. Ouais. D'accord, ok. Je trouve qu'il a aussi une très grande élégance. Le problème, c'est que évidemment, il y a cette saison qu'il a un peu baisé, où il a quand même été convoqué à l'Euro. Ouais, malgré tout. Ouais. Truc de fou, ce qui a choqué tout le monde en Italie, parce que Spalletti a convoqué un mec qui avait 6 matchs dans les jambes pour l'Euro. Ouais. Bon, au final, il l'a mis titulaire face à la Suisse. On sait comment ça a fini face à la Suisse. Ok. Bon. Mais Rappelle-nous, s'il te plaît. alors écoute-moi bien, Robin Gelman. C'est le pire match que j'ai vu de On l'Italie donne de les ma noms vie. de famille. On donne les noms de famille maintenant. Écoute-moi. Ça y est. Attends, avec Oh, les les gens, leaks. Oh les Ah, leaks. tu vas m'envoyer ton serve là, ton Bosniaque Ramza Rakam le rouge. Je vais t'envoyer mes amis. Oh, tu vas voir. d'ailleurs, Robin, j'oublie à chaque fois de te dire ça. J'ai mes voisins à 2 maisons de la mienne. Sur la boîte aux lettres, c'est le même nom de famille que le tien. Donc je sais pas si t'as de la famille dans le coin là. Putain, mais Normalement, non. À Paris, en plus, t'es même pas. À ouais. 2 maisons de chez moi. Je crois pas que c'est de la famille, mais c'est bizarre. Mais attendez Ok. les gars, mais là, Jair, il est en train de s'auto-poucave là sur les réseaux là. Il est en train de donner des Comment indices ça sur là où il habite. J'ai absolument rien dit. J'ai dit à 2 La maisons maison de la est mienne. jaune. Et il y a son nom de famille. La maison. En tout cas, oui, Fagioli donc du coup pourra miser et gagner beaucoup d'argent à l'image de Sandro Tonali qui lui pour le coup a plutôt bien rebondi et qui a à Newcastle maintenant Qui enchaîne les matchs, ouais. Ouais. qui est plutôt bien rebondi. Ok. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on espère que moi j'espère tout bonnement si je peux conclure sur lui, c'est un joueur qui me plaît beaucoup techniquement, c'est un joueur qui vraiment me plaît
et j'espère le voir Cet rebondir. argument, il me plaît beaucoup. Et je voulais dire que il me plaît. Il me plaît. Il a un sacré petit cul. Tu veux nous dire par là, Helio, que tu le trouves beau parce qu'il a des beaux cheveux longs? Il a des cheveux incroyables, il a des yeux. Ça va mieux aussi avoir des cheveux aussi longs. Il a de sacrées cuisses, de sacrés mollets. Franchement, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de suivre Langue de Foot, c'est parce que justement on a ce genre d'analyses là qui sont beaucoup plus pointues que toutes celles qu'on peut entendre sur les autres plateaux. Bien sûr. Avec Apparemment, voilà il a des beaux mollets. Hein. Attention. Ouais, voilà, et ça Langue de Foot l'a remarqué. J'aimerais bien qu'on fasse une comparaison entre les mollets de Grealish et les mollets de Fadjoli. C'est toi qui es podologue, hein. Tu nous feras des. Ouais, on peut faire une rubrique fétichisme. Fétichisme. Que je l'allais dire, ouais. Quels sont les footballeurs avec les plus beaux pieds ou les pieds les plus claqués? D'ailleurs, il y a une photo qui tourne. Oui, d'ailleurs, t'aurais pu la mettre dans l'actu. Ronaldo, c'est vrai. Avec des pieds horribles. Horribles. Et tu te dis comment il a pu foutre 1000 buts avec ça, quoi. Bah justement, c'est parce qu'il a mis 1000 buts qu'ils sont devenus comme ça. Des pieds de Lego, quoi. Lego, il a dit. Aïe. On pourra plus inviter Cristiano Ronaldo. C'est dommage. C'était la fin de ces petits tours d'actu. Yes. Bon, tour plutôt, alors j'allais dire plutôt léger, mais en vrai très pesant quand même, parce qu'il y a pas mal d'affaires judiciaires. Oui, bah oui, comme là c'est. En même temps, je trouve que c'est quand même la partie info l'une des plus légères qu'on ait eu depuis le début de la saison. De fou. C'est pour ça que je dis que c'était chill. C'est quelque part ça, c'est chill par rapport à ce qu'on a d'habitude. Ouais, c'est chill par rapport aux agressions à Amsterdam, aux histoires de viol à Stockholm. C'est ça. On voyage avec Langue de Foot. Bon les gars, on enchaîne sur la maxi draft. Donc j'ai teasé un peu. Il y a eu une semaine de malade à laquelle mon équipe, on casse le suspense tout de suite, n'a pas participé. Moi, mon équipe, elle était pas dans les clous de se dire on va faire une semaine de dingue. Bon, une semaine correcte, moyenne à 7,45. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. 3 de bonus. Morata. Pourquoi j'ai pris Morata? Pourquoi j'ai pas pris Lacazette? Tout simplement. Pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je Lewandowski, hein. Non mais d'accord, Lewandowski, tu l'as pris, j'avais pas encore parlé. Donc ça, mais derrière, je peux prendre du Lacazette, je sais pas pourquoi je me prends la tête à prendre un mec qui arrive dans un nouveau club, je sais pas ce qu'il va faire. Il fout rien. Franchement, il fout rien. Bon, enfin, Baena comme d'hab, c'est le GOAT. Son, ça va. Palmer, il a un peu baissé la vitesse de croisière ces derniers temps. Zakaria 6-5. Ah bah tiens, j'ai oublié de mettre la photo de Sotelo qui remplace Swedberg, qui est mon joueur en remplaçant de Swedberg. J'ai oublié de mettre sa photo. Voilà, Sotelo, c'est un milieu du Celta Vigo qui coûte pas cher et qui est pas ouf. Mais voilà. C'est pour ça qu'il coûte pas cher. Ouais, bah quand moi au Swedberg, il se blesse 5 millions, donc j'ai le droit de le remplacer par un joueur qui coûte 2,5 millions max. Donc j'ai trouvé Sotelo. Petite info médicale. Donc Eduardo Bove, un joueur italien de la Fiorentina qui s'est effondré au sol ce soir face à l'Inter Milan, est actuellement en sédation pharmacologique et hospitalisé en soins intensifs. Et il respire. Donc c'est une bonne chose. Okay. C'est pas... Mais ouais, bon, bah on allait en parler tout à l'heure dans la Serie A. Mais on suit ça de près. On allait en parler un peu. C'est vrai que la situation, du coup, que le match Fiorentina-Inter a été du coup interrompu et reporté aussi. Normal, bien sûr. Ouais. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. Mais comme ça, en plus, il y aura plus d'infos, il y aura des nouvelles brèves qui seront sorties d'ici là. Pareil, hein, là en ce moment, il y a Marseille-Monaco. N'hésitez pas à me dire s'il y a des buts. Et j'espère qu'ils seront du côté où vous savez. Voilà, bon, la défense, comme d'hab, c'est relativement solide. Di Lorenzo, c'est mon meilleur choix de toute la draft, je crois. Il est incroyable cette saison. Bon voilà, 7,45. Et donc derrière, la première place se jouait entre vos deux équipes. Et je vous dis directement, vos deux équipes ont plus de 8 de moyenne. Ce qui est assez fou, c'est la première, peut-être deuxième fois que ça arrive depuis le début de la saison. Et vos deux équipes ont 6 de bonus. Donc Elio, t'as fait 6 de bonus, mec. C'est-à-dire c'est ce qui m'étonne, comment c'est possible qu'Elio est arrivé à ce incroyable, ratio. Non mais ces joueurs là en ce moment ils sont en feu. Ce week-end aussi ils sont en train de faire de la dinguerie. Ce qu'on rappelle, la J8 là c'est sur la semaine passée. Et donc malgré la semaine de malade mental d'Elio, il ne termine qu'à la 2e place. Et ça me saoule parce que du coup Robin ça le fait creuser un trou au classement là. Donc du coup on a quoi? On a du Griezmann qui a marqué. On a Joao Pedro qui joue enfin et qui a mis un but, une passe décisive. Et attention, hein, c'était contre City. C'est Brighton et c'est la semaine où ils ont battu City 2-1, je crois. Ouais, c'était contre City, ouais. Donc Joao Pedro, du lourd. Molero, première fois que Molero fait de la merde, on va dire, 6,3. Mais enfin, j'ai envie de dire enfin parce que c'était de la folie. Bon, le milieu, ça va. Il nous a pas sauvé de la noyade, hein, vu qu'on était dernier.
Ben non, mais bon, on pourra dire à la fin de saison, incroyable call d'Elio d'avoir pris ce joueur quasi inconnu du grand public et qui a perfé à Las Palmas toutes les semaines, quoi. Voilà. Et il aura payé un maillot. Gundogan qui malgré la défaite prend 7,8. De Bruyne pas ouf pour l'instant, pas encore prêt physiquement visiblement. Højbjerg, ben il a mis son petit but la semaine dernière dans le récital de Marseille. Attends, la semaine dernière, ouais, il gagne 3-1 à Lens, c'est le coup franc d'Højbjerg. Ouais. Kenny Lala, passe décisive. Todibo, Gatti, ça va. Lala qui a marqué ce week-end. Hein, oui, et Lala qui a encore marqué ce week-end. Et Hakimi aussi. C'est pour ça que je te dis, en ce moment, tes joueurs, c'est chaud. Et Hakimi, il te fait une saison. J'aurais dû prendre ses notes que à lui toute l'année, mais c'est n'importe quoi. Hein. Je me demande si c'est pas le meilleur joueur de toute notre draft. Hein, en termes de. Quoique non, c'est vrai que devant, il y a des. Dans les types arrobas, il y a des. Ouais, non, clairement là, il est dans la discussion largement. Et Di Gregorio, encore bonne note. Et donc 8,06 Elio, ça n'a pas suffi parce que Robin a fait 8,16 avec encore une fois son quatuor offensif qui fait n'importe quoi. Salah doublé, Lewandowski un but, Lukaku un but et le milieu de Robin. Non mais le gars, il a 2 milieux dans son équipe. S'il y en a un qui se pète, il a même pas de remplaçant. Les deux, il tape plus de 8, il marque un but. C'est non, abusé. Injouable, même toute la défense, c'est plutôt quand même des bonnes notes. À Serbie, il a 6,5 parce qu'il se pète au tout début du match et que du coup, il a une note claquée. Mais ouais, non, Robin est très chaud. Et donc du coup, au classement, ça donne ça. C'est la première fois qu'il y a un écart de 2 points, je crois, entre les deux premiers. Donc voilà, au bout de 8 matchs joués, Robin a 18 points. Moi, je suis à 16. Toi, Elio, t'es à 12. Il y a 7,71 de moyenne pour Robin, 40 points de bonus. Donc bon, sur tous les indicateurs, il est largement devant. Il va falloir qu'au mercato hivernal, on fasse quelque chose parce que sinon, ça va être falloir que Mohamed Salah, à rattraper. Salah se fasse. Alors non, on va pas souhaiter de malheur. Non, pas à Momo. Pas à mon Momo. Il est en train, mais là, moi, Jair, je te parle de mon compte en banque là. Ouais, je sais quel maillot il doit demander. Non, par contre, très cher. Tu peux encore me rattraper. Attends, tu peux encore me rattraper, Elio, et avoir moins à payer parce que ta team, je te dis là en ce moment, t'as tout le monde qui est en train de revenir et ça commence à me faire un peu peur. Bon, enfin. Donc voilà pour cette maxi draft. On passe pas plus de temps dessus parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, hâte de voir l'évolution et hâte d'être au mercato hivernal pour remplacer mes boulets là. Mais ouais. D'ailleurs, pour l'année prochaine, je réfléchissais à ça, mais je me disais peut-être qu'on devrait la faire que sur une demi-saison et ensuite refaire une draft. Histoire qu'on soit moins blasé si on a drafté de la merde et de devoir jouer toute l'année avec. Enfin, bon, on verra l'année prochaine. L'Eurocup, la Ligue des Champions, l'Europa League. Alors cette semaine, j'ai sélectionné quelques matchs sur lesquels on va forcément revenir. Et puis après, si vous voulez parler d'un match qui est pas dans le pool des matchs sélectionnés, évidemment, vous le faites. On commence par évidemment ce Bayern PSG. Une défaite pour Paris à laquelle tu t'attendais, Robin. Tu avais annoncé qu'il n'y avait aucune chance pour le PSG. Finalement, est-ce que dans ce match... Tu te souviens ? Oui, non, vas-y. Alors juste ma question, c'est est-ce que ce match a ressemblé à celui que tu t'imaginais ? Ou est-ce que finalement tu ressors avec plus d'espoir qu'avant le match ? Ou encore plus désespéré ? Ou stable ? On va dire stable, hein, parce que j'avais pas d'espoir. Enfin, j'avais pas d'espoir. J'avais annoncé une défaite. Alors, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit on va se faire laver. On va se faire écrabouiller. Ouais. Effectivement, c'était pas forcément le scénario. Enfin, tu m'aurais dit 1-0 fin du match, je m'attendais à plus. Surtout au vu du scénario où on perd Dembélé pour une faute grave au bout de quelques temps, en première période. Je m'attendais à ce que le Bayern déroule, mais je pense vraiment qu'ils ont levé le pied. Je pense qu'ils se sont dit, bon, voilà, Paris est à 10, ça sert à rien de mener 4-0. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment levé le pied en deuxième et qu'ils jouaient beaucoup moins. Surtout que Paris a été clairement inoffensif. Et ça, je pense c'est vrai que ça a été difficile dans les 30 derniers justement, il y a une stat qui est sortie. Manuel Neuer a réussi plus de dribbles que le trident offensif du PSG. Ça fait mal. Hein. Ça fait très mal et ça montre bien la physionomie du match où Paris a été complètement stérile. Et comme moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que j'ai l'impression que notre meilleur joueur offensif, c'est Achraf Hakimi. Donc, ça m'inquiète vraiment. Ça lui a été demandé d'ailleurs en conférence de presse à Luis Enrique. Oui. Pourquoi ne pas le mettre plus haut ? Et il a dit on va le mettre dans le COP du coup. Et la question se pose vraiment parce que
j'ai l'impression que devant le but, il est plus décisif qu'un Ousmane Dembélé. Donc, la question se pose vraiment. On a bien replacé des Gareth Bale, ailier droit, après avoir débuté sa carrière en défense gauche. Donc, pourquoi pas repositionner un Achraf Hakimi sur l'aile? C'est clairement pas déconnant. Après, il défend très bien aussi. Donc, c'est ça qui est quand même gage de solidité quand il fait des retours défensifs monstrueux. Mais Paris, voilà, n'a rien montré. On est catastrophique. Fabien Ruiz, j'ai envie de le foutre moi-même à la poubelle et d'appuyer sur le bouton pour que ça parte très loin. Je suis consterné. Hein. Safonov a fait un match dégueulasse. Le seul moment, il a fait 2-3 sorties très bien que Donnarumma aurait faites, mais en tout cas, dans les airs, pour le coup, Donnarumma aurait ressorti cette balle. Il s'est complètement troué. Moi, je te trouve sévère là avec Safonov, mais pour moi, il a fait 2-3 arrêts effectivement sympathiques que Donnarumma aurait fait aussi. Mais dans les airs, Donnarumma ne se serait jamais troué pour le coup sur ce genre de ballon aérien, qui était quand même relativement simple. Et alors après, Paris a pu bénéficier de 3 points à Gérone face à une boulette du gardien. Et ben finalement, voilà, on rend les 3 points qu'on a obtenus. Voilà, et maintenant on est à l'équilibre. Mais on est 26e de la poule et il y a de grandes chances qu'on ne passe pas. Ça va être compliqué. Toi, tu as pu voir ce match, toi, Elio, ou t'étais plutôt sur un autre match? Alors moi, j'ai regardé beaucoup en replay. Parce que malheureusement, oui, avec cette nouvelle formule, on peut malheureusement pas tout regarder en direct, mais en tout cas, j'ai regardé un peu en train de manger un burger, si vous voulez savoir, une pause de midi. Mais en tout cas, ce qui m'a... Fais gaffe, parce que tu es capable de le vomir en regardant un match comme ça. Alors, il a travaillé l'écriture. Il a travaillé l'écriture pendant qu'il n'était plus là. Du tout. C'est spontané. Je n'ai aucune note. Non, mais en tout cas, c'était un match très très dur. Et en fait, le truc qui m'a encore plus frappé, c'est que le Bayern n'était pas si monstrueux que ça. Bah non, mais comme dit, j'ai clairement l'impression qu'ils ont clairement levé le pied. Après la sortie d'Ousmane Dembélé, ils se sont dit bon, bah voilà, il n'y a pas grand chose à faire ce soir. Il y avait mieux à faire pour Paris, je pense. Paris aurait pu ramener au moins un point. Non. Ça, moi, je sais pas. Moi, j'ai pu le voir en direct ce match, même si j'ai quitté à la 65e minute, donc 8 minutes après l'expulsion de Dembélé, parce que je trouvais que ça devenait plus du tout intéressant et qu'il y avait Brest-Barcelone de l'autre côté qui m'intéressait aussi, et il y avait que 1-0 à ce moment-là, donc j'ai été voir un petit peu les Brestois. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vu de la première mi-temps, moi, honnêtement, j'ai kiffé le match. J'ai kiffé la première mi-temps, même si j'ai vu beaucoup d'analystes dire qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, etc. Pour moi, on peut pas appeler ça déchets techniques, ce qui s'est passé, parce qu'il y avait un pressing tellement fou des deux équipes que du coup, pour moi, c'était ce pressing-là qui faisait que nécessairement, il y allait avoir du déchet en fait. Maintenant, après avoir vu tout ça, ce qui m'a un peu choqué quand même dans ce match, c'est que le plan de jeu mis en place par Luis Enrique, donc qui a sacrifié le 9, définitivement, ça y est, hein, on a enfin eu la version sans 9 du tout. On avait le 9, le faux 9, maintenant on a eu le sans 9 du tout. Et le problème, c'est que du coup, ça a entraîné le fait que dans les zones de finition, c'était des joueurs encore moins bons que ceux qui sont déjà pas fous, qui se retrouvaient dans ces zones-là. Je pense notamment à l'occasion de Zaïre Emery, où il a ce qui est pour moi la plus grosse situation pour les Parisiens, et où il foire complètement sa frappe, et où c'est pas normal. Ça, pour moi, ça doit faire 1-0 à ce moment-là. Mais le truc, c'est que j'ai trouvé Paris trop prétentieux dans sa façon d'aborder le match, dans le sens où ils ont essayé de jouer au même jeu que le Bayern, et que les deux équipes ont fait cette espèce de concours de qui va presser plus fort que l'autre et plus agressivement que l'autre. Et que du coup, c'était un peu des coups rendus pour rien. Alors que, de mon point de vue, si le PSG avait adopté un bloc bas pendant ce match et avait fonctionné uniquement en transition, ils auraient augmenté leurs chances de le gagner. Et là, le plan de jeu qu'ils ont mis en place, ça faisait que je vois pas comment ils pouvaient arriver à marquer un but. C'était trop compliqué. Donc du coup, le Bayern a plutôt été en maîtrise. Par contre, je m'attendais à ce que le Bayern soit plus porté vers l'avant que ça. Là, c'est la première fois que je vois le Bayern de compagnie être aussi pragmatique et commencer à faire descendre le bloc à partir du moment où ils ont l'avantage et à conserver un score. C'est un Bayern plus solide. J'ai trouvé le Bayern plus solide que ce qu'il pouvait être dans certains matchs qu'on avait vus, notamment face au Barça, où c'était porte ouverte, la défense. Et là, pas du tout. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, la finalité, c'est que Paris a 4 points et qu'il reste 3 matchs et qu'il faut en gagner 2.
Et ça va être compliqué. Est-ce que vous y croyez encore? Non. Ah, tu veux dire quoi? À la qualification? Oui, on croit à la qualif, mais ça ira pas très loin. Et tu crois à la qualif tu penses que parmi les points que vous allez prendre, on sait qu'on a un Manchester City malade. Est-ce que tu vois ce match-là comme finalement gagnable? Non. Non, mais j'ai l'impression que Stuttgart est aussi un peu moins bon qu'au début de la Ligue des Champions. Ouais. Je pense que Paris va se réveiller là-bas et puis Salzbourg prendre les 3 points. En fait, je pense qu'ils vont faire peut-être nul City, gagner Stuttgart, gagner Salzbourg. Ils vont prendre 7 points. Sachant que les matchs, ils sont dans cet ordre-là? C'est City, Salzbourg, City, Stuttgart. Donc, il n'y aura pas de mercato, parce qu'il y a mercato hivernal avant les 2 derniers matchs. C'est ça. Non, Stuttgart, c'est mi-janvier. Donc, s'ils peuvent. Ouais, il peut déjà y avoir des recrues potentiellement. Ok, parce que ça va vachement jouer. Hein. On parle là de Zubimendi à City qui veut remplacer Rodri. Ça, par contre, je trouve que ça fausse un petit peu la phase de poule. Enfin, c'est pas une poule, je sais pas comment on appelle ça, mais cette phase 1 de la Ligue des Champions. Il y a surtout la Juve qui est sur Skriniar. Voilà, ça le fait qu'il puisse y avoir un mercato pendant cette phase de... Imagine, je trouve ça me dérange un peu. Mais est-ce que les clubs, ça c'est une question que je pose, est-ce que les clubs ont le droit d'inscrire en cours de phase de poule les joueurs réalistes? C'est la question. Non, s'il a déjà joué dans une autre compétition, il n'a pas le droit. J'avais oublié ça. Ah oui, donc ça veut dire que ça doit forcément être... Ouais, mais si c'est des recrues de joueurs non européens... L'intérêt de recruter un Osimhen qui n'a pas joué la Ligue des Champions. Ou Zubimendi pour Manchester City. Ou Zubimendi... Par exemple. Exactement. Qui est à la Real Sociedad actuellement. Ah, mais attends, la Real Sociedad, ils sont... Non, c'est pas grave s'il a joué... Non, l'Europa League, c'est bon. D'accord, ok, d'accord. Ça, j'irai vérifier parce que je sais pas. À United, cet hiver, il pourra pas jouer la fin de la compétition avec United. Ok. Bon, hormis Paris, il y avait un autre match d'équipe française. Je vais revenir très rapidement dessus. Enfin, il y avait trois autres matchs pour les équipes françaises, mais bon, moi j'ai pu voir celui de Monaco. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de revenir sur ce qui s'est passé dans le match. La seule chose importante qui s'est passée dans ce match, c'est la 39e minute et l'absence de carton rouge donné à Carreras, je crois qu'il s'appelle. Le milieu gauche espagnol qui a déjà un carton jaune et qui fait un tacle qui se passe de mots on peut quand même féliciter le génie de Di Maria. À la fin on va parler de Di Maria, mais dans ce match Monaco doit être à 1-0 et à 11 contre 10 à la 40e minute. Ça ne se produit pas, ça fait péter un câble au monégasque qu'il ne donne pas carton jaune. Personne ne comprend comment il fait pour ne pas donner carton jaune. Personne ne comprend comment Alors, je crois que la VAR ne peut pas intervenir pour donner un deuxième carton jaune. Elle peut intervenir que pour donner... Si. La VAR, je crois qu'elle a le droit de revenir dessus. Ah non, c'est que si c'est un rouge direct. Donc la VAR peut pas intervenir. L'arbitre ne siffle pas la faute, il laisse l'avantage. Mais quand une faute est aussi grosse que ça et doit provoquer l'expulsion à un joueur, tu peux pas juste laisser l'avantage. La balle, elle est perdue 2 passes après. C'est du n'importe quoi. La faute, elle se passe dans le camp monégasque. Et les monégasques s'énervent tellement que l'arbitre donne carton jaune à Zakaria, carton jaune à Singo et carton jaune à Kerrer sur cette même action. Et il donne carton jaune à Zakaria qui est capitaine de Monaco et qui n'a pas été véhément, qui est venu discuter avec lui. C'est-à-dire qu'il a le brassard, il a le droit de discuter avec l'arbitre. Et Zakaria lui montre le brassard. Il lui dit mais pourquoi? Il montre le brassard comme ça. Il maintient le jaune. Par contre après Singo et Kerrer, ils prennent jaune parce qu'ils protestent, mais parce qu'ils sont scandalisés. Ça ok, ils ont pas le droit de le faire. Enfin Singo n'a pas le droit de le faire. Kerrer par contre je crois que je sais plus c'est quoi la nuance, mais il est vice-capitaine donc je crois qu'il y a une nuance. Mais bon bref. Et du coup on prend 3 cartons jaunes en 40 secondes. Et derrière, Singo, sur un duel aérien où il met même pas le coude, juste il est Singo, il prend un deuxième carton jaune qui fait que ça se transforme en rouge. Et derrière, après, on doit jouer toute la fin du match à 10 contre 11. On arrive quand même à repasser devant et on perd sur le génie de Di Maria à la fin du match en 2 actions incroyables qui donnent la victoire à Benfica. Mais clairement, je suis dégoûté parce qu'on estime que le top 8 va se jouer à 14 ou 15 points et que là, on pourrait être à 13 et qu'il nous reste 3 matchs et il nous restait 1 point à prendre potentiellement en 3 matchs pour y être.
Donc voilà, je suis dégoûté, cet arbitre. Donc on a quelqu'un qui a soulevé ça parmi les gens qu'on connaît, qui a dit oui, mais le fait qu'il y ait beaucoup plus de matchs qu'avant, ça oblige à appeler beaucoup plus d'arbitres qu'avant. Et que du coup, ben voilà, là clairement dans ce match-là, c'était le 3e match de Ligue des Champions de cet arbitre, qui était clairement nerveux, a manqué d'expérience, n'a pas su gérer le match et a modifié le cours de la rencontre avec cette décision incompréhensible. Voilà pour Monaco-Benfica. Mais oui, sinon Di Maria, limite revient à Paris, hein, vient mettre les buts pour eux. Hein. Et lui, Ouais. c'est... Ah, mais c'est clair, en tout cas, il y aura quelqu'un pour faire des passes D. Ah ouais, non. En fait, il n'y a personne pour incroyable. mettre le dernier geste, c'est ça le plus compliqué, mais il sait le faire aussi, il sait le faire aussi. Il sait le faire aussi. On a vu son retourné acrobatique la semaine d'avant là. Joueur incroyable. Sinon, il y avait un énorme choc cette semaine entre une finale de Ligue des Champions d'il y a 3 ans. Non. Ouais. 2 ou 3 ans. 2 ans même. 2 ans, donc Liverpool-Real Madrid. Bon, il n'y a pas vraiment eu match. Il y a eu une domination incroyable de Liverpool. Elio, est-ce que tu as pu voir ce match et qu'est-ce que tu en as pensé? Ce que j'ai pensé, c'est que vraiment Arne Slot réalise un travail qui est extraordinaire. Clairement, monsieur Slot, vous faites un travail extraordinaire si jamais vous voyez ce live. En tout cas, ce qui m'a aussi fait beaucoup, qui m'a rendu un peu triste, c'est aussi le match évidemment de Mbappé, qui est devenu un véritable mème à la suite de ce match. Sa chute après le coup d'épaule T'as vu, reçu par j'ai été Van Dijk. sympa, je l'ai pas mise. J'ai pas Ouais. mis l'image de la chute terrible qui a d'ailleurs fait la une de l'équipe. Ça, j'ai trouvé Ouais. ça assez scandaleux quand même. Mais bon. Ouais, non, mais c'est terrible. Non, mais il y a du. Faut vendre du magazine, hein. Ah, mais il y a de l'acharnement là. Je veux Ouais, dire, oui, non, mais c'est abusé quand même de faire des trucs comme ça. C'est abusé. Mais en tout cas, pour en revenir aussi, le fait qu'il passe un match très compliqué, il rate un péno. Bon, Mohamed Salah ne le laisse pas seul. ouais, ça là, quel fair play. Salah, vraiment, ça montre encore une fois que c'est un grand champion, hein, Mohamed Salah. Mais en tout cas, non, match où clairement Liverpool montre que c'est une équipe qui est candidate à la victoire finale et surtout Cody Gakpo. Ouais, donc Gakpo. Cody Gakpo. En fait, Gakpo qui a encore marqué ce week-end face à City. Slot, Non, il a ressuscité les bataves de l'effectif. Non, mais Gravenberch, Gakpo. non. Alors, Cody Gakpo, c'est pas le même niveau que Van Dijk. Gakpo, depuis quelques temps maintenant, je me rappelle déjà à l'Euro, c'est une machine ce mec. Oui, bien sûr, mais à Liverpool, il n'avait pas encore vraiment réussi à s'imposer. Alors après, on va pas dire qu'il s'impose totalement parce qu'il y a tellement de rotation devant à Liverpool, mais il est à son meilleur niveau qu'il a jamais eu à Liverpool. Mais quand je dis qu'il a ressuscité les bataves, je parlais pas de Van Dijk, je parlais vraiment de Gravenberch et Gakpo. Ah d'accord, ok. Ouais. Bon, Mais, en tout cas, je pense aussi qu'il faut clairement rendre à César ce qui appartient à César. Depuis l'arrivée de Federico Chiesa dans l'effectif, Liverpool gagne tout. Liverpool gagne tout. Il a un impact de malade dans le vestiaire, clairement. Je pense, ouais, c'est un homme vestiaire extraordinaire, clairement, je pense. Hein. Merci Federico. Et... Aïe. But à Marseille. Et c'est Golovin qui marque. Yes, let's go. Non, Allez, purée, mais cette saison qu'on fait Monaco quand même, parce que même là j'étais assez fier des gars, hein. On a pris le rouge, j'ai pas dit, mais ils ont été super courageux les mecs à 10 contre 11 derrière, c'est incroyable le match qu'on a fait. Ouais. Mais bon, mais ouais, toi Robin, tu as pu voir ce Liverpool-Real Madrid? Tout à fait. Bah, Liverpool qui est dans une forme étincelante. Comme je l'avais déjà dit, hein, Arne Slot, hein, incroyable. Ce gars-là, on n'en parlait pas, personne ne le connaissait avant, il arrive. Franchement, qui veut passer après Klopp à Liverpool, après une hégémonie pareille? Et pourtant, je pense qu'il le fait de la meilleure des manières. Premier en Première Ligue, premier en Ligue des Champions. Et avec le calendrier qu'on disait être le plus difficile de la Ligue des Champions avec Paris. On disait c'est les deux équipes qui ont le pire tirage. Et je suis vraiment en train de me dire, est-ce que Mbappé n'a pas fait le mauvais choix? Parce que souvenez-vous, il y a 2 ans, il aurait pu signer à Liverpool. Et moi, je voulais grave la connexion Monaco-Liverpool. Quand on voit ce qui est en train de se passer au Real de Madrid et ce qui est en train de se passer à Liverpool, voilà, alors peut-être que Liverpool serait peut-être moins bon qu'Mbappé à sa tête en attaque devant, mais voilà, en tout cas, ça laisse songeur et gros respect à M. Ancelotti qui est en train de faire un travail extraordinaire et personne n'aurait misé sur lui. Personne n'aurait misé sur Liverpool, premier de cette Ligue des Champions à ce stade-là actuellement. Donc,
Ben c'est Rien à ça. En redire, fait, c'est pas eux qui ont eu le pire incroyable. calendrier. En fait, c'est tous ceux qui les ont pris dans Qui leur les ont calendrier affrontés, bien qui ont sûr, pris ouais, le c'est pire. ça, hein. Parce qu'on rappelle les résultats de Liverpool depuis le début. Donc déjà, ils ont encaissé qu'un seul but en Ligue des Champions. C'était au premier match contre le Milan à San Siro. Ils gagnent ce match-là 3-1. Derrière, ils ont battu... alors, je sais plus si j'ai le bon ordre, mais ils ont battu Bologne 2-0. Ils ont gagné... donc ça, c'était à domicile. Ils ont gagné à Leipzig 1-0. Ils ont mis 4-0 à Leverkusen. Et là, 2-0 au Real Madrid. C'est incroyable ce nombre de clean Ce qui me sheets. surprend beaucoup dans ce Liverpool, c'est le banc. Donc on a quand même donc Alisson blessé, il y a Kelleher qui arrive. Keller, monstrueux. Personne connaissait, un jeune gardien irlandais formé au club qui est monstrueux. Bradley, pardon, qui est monstrueux. Alors lui, ça fait depuis l'année dernière que j'en parle. Ça fait depuis l'année dernière que j'en parle où je dis que c'est une dinguerie ce gars. Pour moi déjà l'année dernière, les matchs que j'ai vus de lui, il m'a fait halluciner. J'ai halluciné sur la qualité de son match face au Real de Madrid. Ah, l'état d'esprit, la mentalité qu'il avait. Dis-toi juste que c'est pas un match d'un coup qui est sorti comme ça où il a fait la performance de sa life. Il est régulièrement à ce niveau-là, vraiment. Il est incroyable. Alors là, je te cite les deux autres que très peu de gens connaissent. Bien sûr, il y a Curtis Jones qui est en train d'exploser, mais qui était déjà connu, qui a déjà joué en Premier League depuis 3-4 saisons, peut-être même plus d'ailleurs. Voilà, mais bon, en tout cas. Félicitations à Liverpool qui montre une fois de plus que c'est un gros centre de formation et qui n'a pas besoin de dépenser des millions, des milliards comme le fait Paris actuellement pour finalement avoir une grande équipe. Ouais, non, clairement. Non, ouais, franchement, ce match très impressionnant. Ce qu'il a amené Arne Slot pour expliquer un peu tactiquement la différence avec Klopp, c'est que Klopp il a gardé le 4-3-3 de Klopp, mais il a modifié la structure du 4-3-3 puisque Klopp a toujours joué avec une pointe basse. La plus mémorable de l'ère Klopp, c'est Fabinho. Mais avec une seule pointe basse. Et Arne Slot, lui, joue en 4-3-3, mais avec un double pivot, avec Gravenberch et McAllister. Ou Szoboszlai, ça va dépendre. Des fois, c'est McAllister qui joue en 10, des fois, il joue au milieu de terrain, ça va dépendre. Mais il y a deux joueurs. Et en fait, depuis ça, Liverpool est beaucoup plus solide défensivement. Et l'autre chose qui a été modifiée aussi par rapport à Klopp, c'est que le Liverpool de Klopp avait du mal avec les changements de rythme. Ils étaient à fond. Et voilà. Et là, clairement, il y a une gestion du tempo qui est folle avec le Liverpool de Slot, où il y a des phases où ils sont tranquilles derrière, ils font tourner. Il y a une séquence qui tourne sur les réseaux de la 81e à la 84e minute, où le Real ne touche pas le ballon. Ils font 3 minutes 30 de possession d'affilée contre le Real en allant dans toutes les zones du terrain. Ça, j'ai jamais vu ça sous Klopp. Ça n'existait pas. Et là, maintenant, ils sont capables de faire ça. Donc, en fait, t'as l'impression que c'est l'équipe ultime. T'as l'impression de voir, en exagérant un peu, une fusion entre le meilleur Liverpool de Klopp et le Barça de Guardiola, quoi. Il y a tout. Il y a du contrôle, il y a du tranchant, du pressing intensif de dingue et des joueurs il y en a aucun qui sort du lot, si ce n'est peut-être Salah. Et tous, tu sens qu'ils bossent à fond pour le collectif. Et au final, Mbappé, je pense qu'il n'aurait pas été... un bon match pour cette équipe, parce que quand je vois comment Nunez presse comme un malade mental, comment Luis Diaz se charbonne aussi sur son côté, Mbappé il n'a pas les prédispositions physiques et de cardio nécessaires à jouer dans cette équipe là. Donc finalement pas déçu qu'il soit pas ici. Mais ouais non, grand match. Sinon on va regarder l'ensemble des résultats. On a eu quoi de notable? On a eu l'Atlético qui est en train de commencer à me faire un peu peur là. Qu'est-ce qui se passe l'Atlético? Ils mettent des tôles monumentales. Je sais pas, il y a eu un changement là dans l'équipe depuis quelques semaines. Ils reviennent dans la course au titre en Liga, on verra ça. Mais l'Atlético à suivre. Évidemment, il y a eu les deux dingueries des équipes hollandaises. Donc City contre Feyenoord, le 3-0, 3-3 en 15 minutes. Qui est d'un autre monde, et le PSV jaloux du Feyenoord. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, le PSV? Là, ils ont remonté aussi le Shakhtar. Ouais, non mais eux ils sont menés 2-0. City. Ouais. Non, pardon, Feyenoord, pardon, oui. Ouais, non, mais le PSV, ils étaient menés 2-0 par le Shakhtar à la 85e minute. Ils étaient menés 2-0. Ouais, ça aussi. Ils ont gagné 3-2, les gars. Incroyable. Le batave, incroyable. Ouais, voilà. Bon, l'Inter Milan qui clairement envoie un message que ils sont clairement dans les favoris au titre. Ils ont géré Leipzig, mais vraiment comme un match d'entraînement. C'est-à-dire, ils ont mis un but, ils ont verrouillé, ils savent qu'ils ont d'autres échéances, ils ont fait tourner, C'était facile. Mais waouh, ouais. L'Inter, il dégage une puissance.
L'Atalanta, eux, ils sont pas là pour s'économiser. S'ils doivent te mettre une tôle, ils vont te la mettre. Donc là, les Young Boys, les pauvres. Leverkusen, l'Atalanta, si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur l'Atalanta, Jair, l'Atalanta bénéficie aussi du retour vraiment en grâce de Ketteler. Ah oui, non mais De Ketteler, il est fou depuis. Sachant que je l'ai beaucoup critiqué, moi. Je l'ai vraiment beaucoup critiqué, ce gars. À l'époque, à l'AC Milan, il était beaucoup critiqué. Et même aussi, encore une fois, monsieur Matteo Retegui. Ouais, non mais ça, qui a encore mis un doublé contre les Young Boys. Clairement, lui ne s'arrête plus non plus. Ah ouais, non, mais pareil, hein, l'Atalanta, attention. Mais de toute façon, cette Ligue des Champions, il y a trop de clubs trop stylés. Hein. Franchement, il y a trop de clubs qui ont un niveau de malade. Hein. L'Atalanta, c'est de la folie. On a quoi? Alors, on a eu le match incompréhensible du week-end. Étoile Rouge de Belgrade qui en colle 5 à Stuttgart. Ouais. Allô? Et des champions, elle a aucun sens. Surtout Silas, un jeune joueur, qui a été passé par le Paris FC, qui appartient à Stuttgart, qui est prêté à l'Étoile Rouge de Belgrade et qui a marqué contre son club. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Il a fait aussi il a fait une le... ou deux passes décisives aussi en plus. Hein. Exactement. Il a fait un très gros match. Son ancien club, quoi. Ouais. Et puis sinon côté français, on a Brest qui n'a pas fait le poids face à Barcelone. Alors en fait, j'ai compris quand j'ai regardé la fin du match, j'ai compris pourquoi mon pronostic sur ce match et du fait que c'était peut-être plus serré que ce qu'on pensait et que Brest gagnerait un match sur 4 si on le jouait 4 fois. J'ai compris que c'était de la merde, ce que j'avais dit, parce qu'en fait, Brest n'a pas les joueurs pour poser problème au Barça dans le sens où ils n'ont pas de joueurs de transition rapide qui peuvent prendre l'espace dans le dos de la défense. Leur jeu d'appui remise, le Barça ils s'en fichent de ça. Ils n'ont pas de problème à défendre contre une équipe qui joue avec un pivot. Le Barça ils ont des problèmes contre les équipes qui arrivent à lancer des mecs dans la profondeur et à prendre à revers le piège du hors-jeu. Mais Brest n'a pas essayé de déjouer le piège du hors-jeu, pas vraiment. Et les joueurs qui le faisaient n'avaient pas la vitesse nécessaire. Ben voilà, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas les armes pour le faire. C'est ça, ils n'ont pas les joueurs qu'il faut. Donc en fait, c'était un mismatch total et Brest jouerait ce match-là 50 fois, il le perdrait 50 fois. Donc voilà, mais bon, les Brestois qui je pense ont pas trop de regrets. Sinon, il y a eu quoi? Et puis Lille qui gagne à Bologne au top avec l'émergence d'un nouveau talent là que je ne connaissais pas moi personnellement. Mouko. Ouais, Mouko, je connaissais pas du tout. Apparemment, ça a l'air d'être très intéressant comme petit joueur. Et chapeau les Lillois 10 points qui sont qualifiés. Voilà, et puis sinon on a Dortmund qui a battu le Dynamo Zagreb. Bon. Et ça on l'a annoncé la semaine dernière, 0-0 Aston Villa Juventus. On l'avait annoncé et vraiment pour avoir regardé, de nouveau analysé le match, comme vous l'aviez annoncé, on partait pas favori. Les bookmakers l'avaient dit aussi. La Juventus n'était pas du tout favorite. Surtout qu'on va revenir encore là-dessus dans la partie Serie A. Mais la Juve vit une véritable hécatombe en termes de blessés. Pour vous dire, là, ce soir, face à Lecce, c'est Timothy Weah qui joue en pointe. C'est bon? En tout cas, non, mais c'est un truc de fou. Bon. Énormément de blessés. Bremer s'est blessé. Gonzalez. Il y a plus de 9 joueurs blessés. La Juventus est Cabal aussi, j'ai perdu mon Cabal en maxi draft là. La Juve part à Lecce avec 13 joueurs de champ. Waouh! Ah ouais, c'est à ce point-là. Ah, je pensais pas que c'était à ce point-là. Ah ouais, c'est chaud. C'est dramatique. Bon, et pour vous dire que vraiment, face à Aston Villa, on aurait pu ramener les 3 points largement. On avait largement la place. Emiliano Martinez, je sais qu'en France, on n'aime pas trop dire ça, mais c'est un monstre. C'est un monstre absolu, ce mec. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est le plus grand gardien sud-américain de tous les temps. Voilà, faudrait demander à Fred. Je pense qu'il serait pas d'accord. Non, mais il va nous sortir un mec, un Chilien des années 60. Là, on va pas comprendre. Il va nous dire ouais, mais il a fait 40 clean sheets de suite. En tout cas, pour Aston Villa Juventus, ensuite Conceição fait un match énorme. Il est élu homme du match. Il réalise une perf extraordinaire. Il est sur le point de marquer le but du 1-0. La goal line nous l'annule. Mais franchement, je suis assez satisfait du match qu'on a vu. Une Juve est très pragmatique, qui a su jouer au foot et je suis assez satisfait. Yes. Et on a l'équipe type en fait aussi ici là. Du coup, donc notamment il y a Keller dans l'équipe type. Maintenant je regarde sur le site de l'UEFA les équipes types, c'est assez intéressant. Donc on a du Keller, on a Jurien Timber d'Arsenal, on a Poku Barsi. Alors Poku Barsi il a fait une masterclass contre Brest, mais de malade. Ouais, mais il est très fort, il est extrêmement fort ce gamin. Mais j'avais jamais vu ça, hein. J'avais jamais vu un défenseur central être homme du match dans un match où les attaquants font des dingueries hein, et font de la folie, où il y a du Rafinha, où il y a du Lewandowski, où tout le monde met sa pierre. C'est Kubarsi qui est homme du match sur ce match-là et il est dans l'équipe type. Kim Min-jae, dont j'ai appris qu'en fait il était mauvais l'année dernière parce qu'il faisait son service militaire en même temps que jouer au Bayern. Je sais pas si vous étiez au courant de ça. Ah non, ça je savais pas.
Voilà, il faisait son service militaire en fait l'année dernière, en même temps. Quand il revient, il marque face au PSG. Et du coup, il a perdu 4 kilos parce que dans le service militaire coréen, apparemment, il y a des phases où ils te font porter des sacs de 30 kilos et tu dois marcher 20 km ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais, et du Son, coup, ça l'avait pas fait, je crois, il l'avait. Son, il a eu, Son. si, mais il l'a fait, mais il a eu En un accéléré, non, traitement sur accéléré, Internet. ouais, quelque chose comme ça, ouais. Alors, ayant une sœur fan de K-pop, je suis plutôt renseigné sur le sujet. En gros, en fait, la K-pop, c'est lié parce qu'en fait, c'est des artistes qui ont donc des influences énormes à l'international. Et pour Heung-min Son, vu qu'il a gagné la Coupe d'Asie avec la Corée du Il avait été Sud, épargné, ouais. il a été épargné. D'accord. Ok, donc il l'a pas du tout fait. Alors, moi, de ce que j'avais vu, il avait été exempté. Ah d'accord, je croyais qu'il avait été... Parce que là, par exemple, Kim Min-jae, c'est pas encore terminé, ça continue, mais maintenant, il est dans une phase qu'il peut faire en restant dans son club, où il fait les trucs à distance. Mais l'année dernière, il devait vraiment faire des missions où il se rendait en Corée du Sud, et il avait perdu son poids de forme, et d'où sa saison un peu catastrophique, où on n'avait pas compris, et qu'on s'était dit c'était un flop ce transfert. Mais cette année, il est très bon. Et donc, il a un nouveau poids de forme, etc. Et il est au top dans cette charnière avec Upamecano. On a Ben Sebaini du BVB, on a Alexis McAllister dans l'équipe type aussi, on a Krunic de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est lui qui a été récompensé, Malik Tillman qui a permis la remontée fantastique du PSV, qui est un très bon joueur d'ailleurs ce Malik Tillman, Florian Wirtz comme d'habitude, énorme, Matteo Retegui, tu en as parlé, énorme, et incroyable. Julian Alvarez qui est enfin complètement intégré dans l'équipe de l'Atlético Madrid et fait du sale toutes les semaines maintenant. Pour en revenir à Heung-min Son, son service militaire n'a duré que 3 semaines. Ah voilà, ok, donc il y a eu quand même... C'est pour ça qu'on en a quasiment pas entendu parler. Ouais, ok, ça marche. Voilà pour ce petit récap de Ligue des Champions. On passe directement à notre petit jeu. À moins que peut-être tu veux commencer par tes petites devinettes sur les maillots, Robin. Comme vous voulez. Hein. Vas-y, on a le temps, vas-y. Let's go, je te laisse lancer ça, j'ai bien envie de... Comme ça, on vous laisse lire les règles du jeu qu'on va faire tout à l'heure, là. Alors, j'ai le premier maillot porté par un joueur de Ligue 1. Je vous laisse maintenant me poser des questions sur le joueur pour essayer de le retrouver. Alors pour info, Robin est un collectionneur de maillots qui fait qui a un site au moins sur Instagram, une page Instagram en fait sur des maillots qu'il est possible de lui commander. Il récupère plein de maillots qui sont signés par des joueurs d'après match, et donc ce site c'est Les Tuniques. Les Tuniques, tout attaché au pluriel. Tout attaché, Les Tuniques au pluriel sur Instagram. À m'en envoyer bien évidemment. Voilà. Tous ceux qui nous écoutent. Alors bah vas-y, montre-nous ta première petite perle. Voilà, mais devinez, justement, c'est un joueur de Ligue 1. Ah d'accord, ok. Ah oui. Juste avec cet indice-là, juste joueur de Ligue 1. Après, posez-moi des questions, je vais vous répondre oui ou non. Ok, est-ce qu'il est en première partie de tableau ou deuxième partie de tableau? Alors là, tu m'en poses une bonne. Ok, donc ton hésitation montre que déjà on peut exclure tous les top clubs. Deuxième partie, je crois, deuxième partie actuelle. Ok, moi ça me fait penser à Rennes, une équipe où on hésite, mais je crois que tu sais trop bien que Rennes... Magnifique. C'est à Rennes? C'est à Rennes. Bah ouais, mais c'est ça, une équipe qui pourrait être en première partie de tableau. Mais... C'est ça. Alors actuellement, je crois qu'ils sont en deuxième, non mais bon, c'est... Ouais, ils sont bien en deuxième, hein, bien en deuxième. Ouais, voilà, Est-ce que c'est un Français, Robin? Comment? Est-ce que c'est un Français? Ce n'est pas un Français. Est-ce que c'est un joueur arrivé à ce mercato? Oui. Ok. Est-ce que c'est un Norvégien? Non. Est-ce que c'est un Américain? Européen? Pardon. Alors, attendez, oui. Vas-y, Elio. Est-ce que c'est un Européen? Non, non. Ok. C'est un Américain? Non. C'est un Brésilien? Non. Ah, je crois que j'ai trouvé. C'est Jota. Non. Ah. Non mais quand je dis un Américain, je veux dire Amérique du Nord, Amérique du Sud. Hein. Je voulais pas dire États-Unis. Bien sûr, ouais. Ah. Non, c'est bon. Et t'as dit non. C'est un... Ouais. Et t'as dit non à Européen aussi ou Oui, j'ai dit non. C'est un Asiatique? Non. Attends, c'est pas un Européen, c'est pas un Américain. Il reste plus grand chose, hein. Eh ben, il reste quoi? J'ai un bug là. Attends. C'est un Australien? Gars, vous me faites peur, hein. C'est un Japonais. Bah les gars, il y a un continent que vous avez complètement squeezé, hein. Ah, un Africain, putain, je suis con. Ah bah, est-ce que c'est Hamada? Comment? C'est Hamada? Non. Attends, mais toi tu regardes la liste et tout. C'est un Africain. Alidou Seydou.
Let's go. C'est mon joueur, c'est le joueur que j'ai trouvé le meilleur de tous les matchs que j'ai vu à Rennes. On en a parlé avec Mélanie. On n'a pas Trop fort. l'insider, mais... Waouh, trop fort. Voilà. Et du coup, c'est un maillot qu'il a porté pour quel match, ça? Porté face au HAC. Donc c'est Serge... Ok, qui la l'a victoire traité. 1-0. Et, voilà, Et- donc, et il a encore les odeurs. Il a encore les odeurs. Et il est signé ou... Non, il n'est pas signé. Ok, ça marche. Voilà. Et j'en ai un deuxième à vous faire deviner. Allez, je vous laisse me poser des questions. Est-ce qu'on est encore en Ligue 1? On n'est plus en Ligue 1. Première Ligue? Non plus. Est-ce qu'on On est est en Europe. On est en Europe. dans le Big Five? On est... Non, pas dans le Big Five. Portugal? Non plus. Suisse. Non plus. Non. Belgique. Belgique? Non. Pays-Bas? Non plus. On a les mêmes idées, on a le même cerveau. 3, 2, 1. allez. Pologne. Allez, je vous aide un petit peu. C'est hexagonal. Quoi? Ok. Oui. C'est la Ligue 2. Ah, On est en Ligue 2, exactement. Ok. ok. Ligue 2. Alors, bah, moi, je vais partir sur les joueurs que je connais. Maxime Lopez? Non. Est-ce Tu que veux c'est peut-être un savoir joueur le- du Paris FC? Non, c'est pas un joueur du Paris FC. Ok. Est-ce que c'est première ou deuxième partie de tableau de Ligue 2? C'est première. Est-ce que c'est un joueur qui est passé par la Ligue 1? Oui. Est-ce que c'est un joueur de Lorient? Non. Est-ce que c'est un joueur de Caen? Non plus. Metz? Oui. Ok. Un joueur de Metz. Est-ce que c'est un attaquant? Oui. Ah putain, c'est qui l'attaquant de Metz? Enfin, profil offensif, plus un ailier, mais... C'est un ailier. Ok, est-ce que c'est un Français? Non. Un Africain? Oui. Enfin, non, il est français, pardon. Il est français. Ah, il est français. Non, j'ai pas. Là, j'ai plus la ligne offensive de Metz. C'est Iboussane. Non. Donc, le maillot de Metz avec Ah, il est pas mal, hein. Ouais, il est beau, hein. Il est pas mal celui de cette année. logo horrible de Jans. Donc, c'est quand même le chanteur de Clic Clic Pan Pan Pan. Ah, il faut quand même le préciser. Oh putain, Ah, je savais pas non plus. Ah, Mais oui. du coup, c'est Logo. mythique. Du coup, le maillot, il est mythique. Voilà. Et au dos, c'est Atta, le Ah bah, je joueur connais pas. Je connais qui pas. évolue Ouais, je vois désormais à jamais. l'Udinese, en Serie A quand même. Hein. Ok. Il fait une bonne saison? J'ai regardé, il a joué 2 matchs, donc on peut pas vraiment dire ça. Ah, ok, d'accord. Non, Ok. mais c'est dingue, par contre. Non, mais là, par contre, je suis choqué. Ils ont mis le logo de Jans. Il Il y a est Yann sponsor qui du se club. pose, mais dis-toi, il a dû gagner tellement d'argent Clic Clic Pan 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 en QQ qu'il peut se permettre de mettre son nom sur le maillot du FC. Incroyable. Un club professionnel. Voilà. Incroyable. Ok. Ah, Bon bah c'est- merci. Merci beaucoup J'en ai Robin. encore 2, mais je les garde pour la semaine prochaine. Ça marche. Ah. Voilà. Bon bah les gars, on réexplique le Alpha Pick. Donc on choisit chacun 2 championnats. Bon je pense qu'on va tout le temps prendre les mêmes. Hein. Donc c'est l'APL et la Ligue 1 pour Robin et moi. Et c'est la Serie A et l'APL pour Elio. Non, tu sais quoi, moi j'ai envie de changer. Alors vas-y. Je suis dis-moi. joueur, je vais prendre la Liga. Oh là là. La Liga et l'APL. Ouais. Tu prends pas la Serie A? Non sérieux. Je vais pas prendre la Serie A. Ok, c'est un malade mental ce gars. Ok, très bien. Et ben écoute, en fait c'est peut-être pas un malade mental. Peut-être que j'ai dit qu'on allait faire ce jeu. Le gars il s'est buté sur les profils des équipes de Liga. Mais à mon avis tu vas prendre coach Liga Las Palmas, tu vas dégager C'est ça, instantanément. bah, c'est ça, ouais. Mais bon, le cherche pas en même temps là. En plus tu pourrais pas vrai. savoir, ils ont battu le Barça cette semaine. Alors, ok, donc on choisit chacun 2 championnats, donc ça c'est fait. Et ensuite on va tirer au sort un numéro qui va déterminer le club duquel on parle. Et ensuite on fera un deuxième tirage pour savoir si on doit donner 3 joueurs de ce club ou alors le coach de ce club. Et voilà, et premier arrivé à 2 manches gagnantes. Alors on va voir, ça dure trop, on fera peut-être pas les 2 manches gagnantes. On verra combien de temps dure déjà la première manche. Alors c'est parti, il faut... Alors j'ai oublié de préparer ça. Donc je vais faire ça rapidement. On va mettre le générateur de chiffres aléatoires. Je vais faire en sorte que vous le voyez. Hop.
Hop, chiffre aléatoire. Tac. Alors, ça c'est bon. Et maintenant, les différents championnats. La Ligue 1. On en a besoin. On a besoin aussi de la Première Ligue. Et la Liga. Classement, ça c'est bon. Ok. Ben, Elio, tu veux commencer par Liga ou par PL? Tu commences par la PL. Ok. Donc il y a 20 clubs. 5e club, Première Ligue. Classement. Les 5e actuels. Oh, ben tiens. Ben, c'est Manchester City. Ouais, mec, c'est fou. C'est fou. Alors attention, est-ce que tu vas nous donner. Mais quand tu. Ouais. Ouais, non, c'est fou. C'est. Merci, Doréa. Donc, vas-y, on génère ça. Et 1. Donc, tu vas devoir nous donner 3 joueurs de Manchester City. Ederson, Gundogan et De Bruyne. Ok. Ouais, j'aurais pu dire 3 joueurs qui étaient titulaires aujourd'hui pour compliquer un peu le truc. T'aurais perdu avec Ederson. Ouais. Ok. Robin, tu veux commencer par quel championnat? Bon, allez, Angleterre aussi, hein. Ok. 18. Voilà. Alors, ça va être Wolverhampton. Oula. Ça va pas être simple. Alors, attention. Et c'est le coach de Wolverhampton. Alors, c'était Nuno Espirito Santo. Et ouais, mais c'était. Moi aussi, ça, je le savais. Et le nouveau. Oh putain. Ah, le nouveau, c'est chaud. Je crois que le nouveau, je l'ai pas. Attends, est-ce qu'on. Alors, Oh la moi, malchance. Est-ce qu'on peut lui donner des indices? Non, j'ai envie de. Vas-y, il est dur. Non, Vas-y, non. Il est vraiment, vraiment dur par contre. Qu'est-ce qu'on fait sinon? On se donne une vie chacun? Vas-y, oui, je suis chaud, sinon c'est Ouais. sinon. Vas-y, on Vas-y. fait. Non, mais les gars, j'accepte de perdre, hein, j'ai perdu. Non, Bon, bah, dans ce cas, on fait premier à deux manches alors. C'est ça? Non, c'est Gary O'Neill. Ouais, ok. Ouais, non, Ah, trop c'est dur. O'Neill, d'accord, ok, ouais, bah je. Ouais. Je savais même pas que c'était lui qui était revenu là-bas. Moi non plus. Ok, bah moi je vais commencer par la Ligue 1. Mais d'ailleurs, la Ligue 1, 9ème de Ligue 1, alors c'est qui? Reims. Bon, bah si c'est le coach, c'est facile. Et si c'est 3 joueurs, ça devrait aller. Bah oui. Coach de Reims. C'était Reims hein, que j'ai dit. Hein. Oui. Ouais. Ok, donc Lucas Elsner. Bien. Tu l'as quand même appris la semaine dernière. Hein. T'es malade. Ouais. Bah non, on en a parlé dans les prédictions. Tu te rappelles pas quand t'as mis Reims un peu Elio, haut c'est Elio, non? Je sais plus, il y en a qui se souvenaient plus que c'était Elsner qui était là-bas. Ah non, je sais plus. Ouais, Bon, peut-être. bref. On va mater le replay. Ok, Elio, tu pars du coup sur la Liga maintenant. Il y a 20 équipes hein, en Liga. Ouais. Et tu tombes directement sur le 19ème de Liga. Alors j'allais dire, si ça se trouve, c'est Valence ou Séville. Mais voilà, donc c'est Valence. Et tu vas devoir nous donner pour Valence le coach de Valence. Aïe. Allez, Wow. ciao. Ouais. Est-ce terrible, que ce serait hein. pas Alvaro Negredo? Je pense pas. Ça dégage. Non. Équipe, comment on voit le coach? Ruben Barrara. Ruben Barrara. Ok. Donc, C'est un milieu de terrain de l'équipe. alors attendez, parce que pour l'instant, Elio a donné une bonne réponse et a raté la deuxième. Moi, j'ai donné une bonne réponse, j'ai pas encore fait la deuxième. Donc, pour gagner la manche, il faut que je valide là. Ouais. Et je suis sur Première Ligue. J'ai commencé par Ligue 1, donc maintenant je suis sur Première Ligue. 15ème. Aïe, Everton. Aïe, Everton. Je connais pas le coach d'Everton. Aïe. Oh. Bah oui. Putain, attends, c'est qui le coach d'Everton? Est-ce que c'est pas l'ancien de Burnley là? Il est pas revenu à Everton lui? Sean Dyche, je tente. Putain, il est bouillant. C'est ça? C'est Yes! Sean Dyche, ouais. Let's go. Ok, donc une manche à 0 pour moi. Ok, deuxième manche. Cette fois, on commence par toi, Robin. Bon, bah allez, France, hein, je vais pas me faire avoir. France. Hop. Alors, du coup, 14ème.
14. Ça doit être Rennes. Strasbourg, Ah non. ça. Ah, non, Angers. c'est Angers. Aïe. Angers. Oh, Ouais, putain, j'aurais, attends. j'aurais pas aimé avoir Angers. T'as été maudit aujourd'hui. Le Oh coach là là. d'Angers. Oh là là. Robin, Je vois sa Robin. tête, mais j'ai plus son nom. Elle veut pas de lui, l'émission. Aïe, Le aïe, jeu, il aïe, veut pas de aïe, toi aïe, ce soir. aïe, Oh là aïe, là, aïe. coach Ouais, d'Angers. je l'ai lu il y a pas longtemps. Si vous l'avez dans le chat, vous êtes chaud. Ah, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais ça va pas me revenir. Je vois sa tête. C'est un des seuls matchs de Monaco que j'ai un pas pu brin. voir en plus, moi. Un brin. Non, bah, je l'ai pas, les gars. Je suis éliminé. Hein. Ok, ben après, attends, nous on n'a rien validé pour l'instant, donc si on rate tous les deux, Ouais, t'as mais encore bon, envie dans la ouais. manche. On va voir Aïe, ça. aïe, aïe, Elio, aïe, aïe, tu aïe. pars. Attends, vas-y, cherche voir quand même le nom. Ah oui, vas-y, on va regarder le nom. Ligue 1 Angers, c'est. Ah, comment il s'appelle? C'est écrit où le coach? C'est pas écrit là. Vas-y, Équipe. équipe, ouais. Alexandre Dujeu. Oh ouais, non, j'aurais Aïe, jamais aïe, aïe. trouvé. Ouais. J'aurais jamais trouvé. Mais d'ailleurs, je pense que c'est le seul que j'aurais pas trouvé en Ligue 1. Donc franchement, Bah, moi aussi, je crois. Moi t'as aussi. t'as pas de bol. Ok. Elio, tu pars sur de la Liga ou sur de la PL là? PL. PL, le 20e. Oh. Southampton. Allez, Oula, coach de bon Southampton, courage. Ça dégage. Bon courage. Ça dégage. Le coach Allez. de Southampton. Allez, ça dégage. C'est une hécatombe, les gars. On est ridicule. Ouah, non mais. Ok, donc le coach de Southampton, je vais vous dire. Purée, mais attends, moi j'ai créé ce jeu dans le sens où je me disais ça va forcément durer un peu. C'est pas pour qu'on tombe sur des dingueries à chaque tour là. C'est quoi ce délire quoi? Russell Martin. Ok, d'accord. Personne Oh ne l'avait là pas là. non plus. En plus, c'est sacré. Beau gosse en plus. Vas-y, bah tu sais quoi, Elio, pour essayer que ça dure un peu, je vais partir sur Elio, PL. J'ai un peu plus Russell de risques en Martin PL. ou Fat Jolie? Oh. J'ai pas encore vu les cuisses de Russell Martin. 15ème de PL. Je suis tombé sur le 15ème de PL. Encore Everton. Non, bah je relance du coup. Ah non, mais tu peux avoir les joueurs, non? Bon, bah le 19e. Non, mais Ipswich, autant. Ipswich. Oh Allez. non. Allez, les gars, tous éliminés. Oh non, attends. Tous éliminés. Les joueurs, Attends. j'en connais au moins un de joueurs. Oui, mais il t'en faut 3. Ah, il me faut le coach, putain. Il y a Ok. eu beaucoup de 2. On a eu 3-2 à la suite. Hein. Ouais. C'est bizarre. On Bon. dit des coachs. Ok, donc tout le monde a paumé, donc ça continue. Robin, on revient à toi. Bon, bah, j'ai fait quoi, Liga? Bah, allez, première ligue. Hein. 17. Oh là là, mais c'est pas possible. Crystal Palace. Ah, je crois que j'ai pas le coach. Je crois que j'ai pas le coach de Crystal Palace. 3 joueurs, c'est facile, mais. Ah, Allez, 3 joueurs. Maxence Lacroix, Dean Anderson et Mateta. Ok, let's go. Elio, On Du repart coup- sur de la Liga. Hein. là, t'as perdu sur PL tout à l'heure, c'est ça? Donc là, c'est Liga, ouais. Ok, le deuxième de Liga, c'est le Real Madrid. Et tu vas Là, ça devoir, joue, là, tu j'aime vas bien. devoir donner 3 joueurs. Non. 3 joueurs. Ouais. Alors, Tony Kroos. Toni Kroos, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Non, en gros, allez. Mbappé, c'est vraiment le footix, c'est vraiment le gars. Et il joue vraiment, lui? Eder Militão et Monsieur Valverde. Ok. Moi, je viens de perdre sur PL, donc je suis en Ligue 1 là. Ouais. Hop. Ah, ça va. T'es bien, Troisième t'es de bien. Ligue 1. On est sur du. On Marseille. est sur du Marseille. Bon, bah là, c'est cadeau. Quel que soit le tirage. 3 joueurs de Marseille. Greenwood. Wai. Mopey. Robin. On est sur La France, hein? la France. Le 8ème de Ligue 1. Ah là, c'est c'est chaud. Auxerre. Purée, il a pas de bol. Non, mais il est maudit, Robin. Je me dis 8ème, c'est tranquille. Il tape Auxerre. Le coach d'Auxerre. Moi, je l'ai. Pour le coup. Ah putain, merde. Attends. Merde, j'ai un trou, hein. C'est qui le coach de Enfin, moi, je crois que je l'ai. Hein. Je suis quasi sûr. Ouais. C'est fou, on a toujours envie de répondre Jean-Marc Furlot.
Ou Giroud pour les anciens. Allez, 10 secondes, Robin. Je l'ai pas. Non, ça revient pas. Non. C'est pas Pélissier? Si. Ah, Pélissier, Christophe Pélissier. Mais oui, c'est lui, Christophe bien joué. Pélissier. Eh Ouais, oui. ok. Ok, Oh là ok. là là là. Elio, on est sur de la PL à nouveau. pour Première toi. ligue. Et tu tombes sur le 14e, Oh. qui est West Ham, ça va. Oh, ça joue. Ça West va, Ham. West Ham. West Ham, c'est... 3 joueurs. Ok. Alors, on a Lanzini. Il y est toujours? Non, il est plus, hein, les gars. Éliminé. Il y est plus, Lanzini. Éliminé. Attends, Lanzini, je tape Lanzini. Il est où, Lanzini? Ça fait 1000 ans qu'il est parti. Il est parti l'année dernière. Et Ok. River Plate. Allez, ça dégage. Vas-y, Ça dis-nous dégage. les... Payet. Non, allez, Les oui. bras. Non mais là il déconne. Ok, donc là si je valide, j'ai gagné le jeu. Non mais mec, t'avais Bowen, Antonio, t'en avais plein qui pouvaient donner des faciles. Et puis t'as ton Todibo. Enfin bref. Ah putain, l'idiot, mais oui. Attends, mince, qu'est-ce que je viens de faire moi là? Je viens de faire Ligue 1, donc là c'est PL. 12ème. Oh yes, let's go Aston Villa. la chatte. Aston Villa, let's go, c'est gagné. C'est fait. Hop là, et c'est 3 joueurs. Alors à Aston Villa, Là, il doute. je vais donner Lucas Jamais. Digne, Watkins et d'autres. Il y a trop de choix possibles. Non, mais j'ai plein de choix. Allez. Mais en fait, 10 il y en a un, j'ose pas le donner parce que je me dis, mince, est-ce que j'ai une faute d'orthographe dans son prénom? Duran. Non, mais c'est fou. Turan. Duran, D-U-R-A-N, je crois que ça s'écrit. Thuram. Et, Bon. et Jair Bravo, remporte bravo. l'Alpha Peak, cette première vraie édition avec les bonnes règles. Voilà, pas du tout par rapport à la chance, j'ai eu que des clubs compliqués. Non, voilà. Bon, ben les gars, et franchement, timing nickel. 22h02, on a 2 minutes de retard. Il nous reste juste le Bigfoot à faire. Le tour des 5 grands championnats. Bon, on commence tout de suite par le match que tout le monde attendait un peu parce que j'ai titré sur Instagram Anatomie d'une chute parce qu'on est un peu là-dedans avec City et on avait très envie de voir s'il y allait avoir la réponse du champion sur ce match-là. Et pas encore, c'était trop compliqué pour City, trop d'absents, trop de difficultés et j'ai adoré cette image de Guardiola à la fin du match. Calm down. Qui montre en fait les 6 titres. C'est pour ça qu'il fait ce signe-là, 6. Il dit, vous inquiétez pas, on sera peut-être pas champion cette année, mais faut pas oublier quand même qui on est, d'où on vient, et vous inquiétez pas, ça va le faire. Attends, franchement, faut pas enterrer City. Hein. Je les ai pas enterrés, je dis un peut-être. Bon, après, ils ont une hécatombe de blessures. D'ailleurs, ça met en valeur aussi que le gardien remplaçant Ortega, ça sert strictement à rien. D'où l'intérêt quand même d'avoir des gardiens remplaçants performants, parce qu'on voit que Keller joue avec Liverpool, que maintenant Ortega joue avec City, et que c'est quand même important d'avoir un bon Ortega qui avait déjà été très bon l'année dernière, les quelques matchs qu'il avait fait. Moi, je suis pas fan. Hein. Franchement, ouais, t'es pas fan. Après, moi ça m'a quand surpris. Tu joues pas quasiment pendant un an, c'est dur aussi d'avoir des automatismes. Clairement. Et c'est là où on voit que Areola était très bon dans cet exercice à West Ham. Qui a tout de suite su répondre présent. Ouais. Enfin bref. Mais ouais, non, j'enterre pas City parce qu'ils ont tellement de joueurs de qualité. S'il faut un recrutement cet hiver pour se renforcer un petit peu. Donc on parlait de Zubimendi justement. Notamment, on n'est pas à l'abri de les voir relever la tête sur cette fin de saison. Ok. Est-ce que vous avez pu voir ce match, messieurs? Est-ce que vous pouvez nous en parler ou est-ce que vous n'avez pas pu? Moi, j'ai vu les highlights, j'ai pas vu le match. J'ai pas du tout vu le match. Moi, j'ai pu le regarder, donc du coup, je vais vous faire un petit peu un débrief de ce qui s'est passé. Les 20 premières minutes. De Liverpool, là. Il a envie de parler de Liverpool. C'est pas tous les week-ends que j'ai le temps de regarder leur match, mais les 20 premières minutes, ça a été le massacre absolu. Honnêtement, City a pas vu le ballon. On était à 65% de possession de balle pour Liverpool. Des occasions à la pelle, dont une a fini en but. Et alors, le but de Liverpool, la passe de Alexander-Arnold pour Salah. Donc, Alexander-Arnold n'est plus footballeur. Il est golfeur, le mec. Il est golfeur. Il a fait une passe, j'avais jamais vu ça. Il a fait une passe de 50 mètres, mais avec un effet où le ballon s'arrête. Le ballon s'est arrêté, le ballon ne pouvait pas sortir des limites du terrain. Il a mis un effet rétro
sur une passe de 50 mètres qui fait que le ballon se stoppe tranquillement. Pour Salah derrière, ce qui fait la vision qu'il a pour faire la passe qu'il fait, l'endroit où il la met, c'est hallucinant. Donc il la met juste à une distance où le gardien peut pas intervenir et où Gakpo a plus qu'à faire un tap-in qui est le tap-in ultime. Aïe aïe aïe. Égalisation de l'Olympique de Marseille. Luis Enrique. Voilà. Je te laisse terminer. Ok. Forcément, j'en sens un de mes clubs. Il y a l'autre qui fait de la merde. Donc honnêtement, au début, City avait aucune solution. Et puis à partir de la 25e minute, City a commencé à respirer, à monter le bloc. Et Liverpool est rentré dans sa première phase de temps calme. Et en fait, c'est ce que je disais avec Slot, c'est qu'ils font une alternance de ça. De temps fort, où ils t'asphyxient, et de temps plus calme, où ils gèrent, ils sont un peu en bloc bas, et ils sont tranquilles. Ils ont pas peur. Dans ce match, City n'a eu qu'une seule vraie situation où ils auraient pu marquer un but. Elle s'est produite en deuxième mi-temps sur Van Dijk qui a perdu le ballon. En dernier défenseur, avec personne à côté de lui. Il a raté sa touche de balle. Il a un peu fait une Gérrard, mais sans la glissade. Et derrière, Keller a fait l'arrêt face à De Bruyne. Mais sinon, City n'a eu aucune occasion de but pendant tout le match. C'était complètement fou. Alors après, c'était un City qui jouait évidemment sans Rodri, mais aussi sans Kevin De Bruyne qui est rentré uniquement pour la fin du match, mais on voit qu'il pour l'instant il est hors de forme, qui avait quand même récupéré Ruben Dias, ce qui était pas mal. Mais honnêtement, le milieu, Gundogan, Rico Lewis, Bernardo Silva, il a clairement pas fait le poids physiquement. Et Rico Lewis, c'est un peu à l'image de ce qu'a fait Zaïre Emery. On n'a pas parlé de sa performance contre le Bayern, mais moi je l'avais trouvé très très tendre. Bah là c'est pareil, Rico Lewis, ça allait trop vite pour lui. Il est trop jeune encore et il lui faut de la bouteille, il faut plus de bouteille. Il pouvait pas tenir face à ce milieu-là de Liverpool. Liverpool, on a vu le rouleau compresseur habituel, hein, le milieu de terrain, Gravenberch encore monstrueux. Szoboszlai a été super intense au pressing tout le long. McAllister comme d'habitude chef d'orchestre. Salah, il rate des occasions. Alors ce match, voilà, ça a pointé le défaut de Liverpool depuis le début de la saison. La finition, c'est pas ça. La concrétisation des occasions de but. Alors, on gagne tous nos matchs et on met des buts, hein, mais on sous-performe. Et les stats avancées le disent, hein. On a marqué 4 buts de moins que ce qu'on aurait dû marquer depuis le début de la saison en Première Ligue. Parce que devant, ça rate. Nunez, ça rate des choses. Là, Salah, il rate un duel quasiment inratable. Il récupère le gardien. Il n'a plus que gardien à battre. Il cadre même pas. Et c'est juste ça qui a donné un petit peu d'espoir à City dans le match. Parce que Liverpool ne menait que 1-0 à la surprise générale. Alors que vraiment, le match devrait être à 2 ou 3-0. Facile. Donc voilà, grosse démonstration de force. 11 points d'avance pour Liverpool par rapport à Manchester City. 9 sur Arsenal et Chelsea. Par rapport à ce que tu dis, c'est peut-être pas fini pour City. Mais reprendre 11 points à ce Liverpool-là. Attention, les blessures. Un Salah qui se blesse, ça peut tout changer. Alors, Salah qui se blesse, honnêtement, je pense que ce serait pas suffisant. Par contre, celui qui, s'il se blesse, ça pourrait tout dérégler. Pour moi, c'est Gravenberch. Vraiment, c'est le joueur clé qui fait le lien entre la défense et l'attaque et auquel, sur le banc, on n'a pas de joueur similaire de ce niveau-là qui pourrait le remplacer. Mais un Salah, quand tu vois que tu as du Jota derrière, que tu as du Nunez qui était sur le banc aujourd'hui, que tu as du... là, pareil, hein, au milieu de terrain, il y avait Curtis Jones qui était sur le banc. Enfin, pour moi, Salah, tu as des options qui font que ce serait pas le plus grave. Mais après, 11 points, c'est beaucoup 11 points. C'est vraiment beaucoup 11 points. Enfin bon. Donc voilà. Mais en tout cas, énorme réaction de Guardiola à la fin du match. Sourire aux lèvres, qui monte le 6. Et j'ai beaucoup aimé qu'ils aillent tous voir les supporters, les joueurs de Manchester City, qu'ils applaudissent. Franchement, la fin du match était hyper classe. Et ouais, Guardiola, grand monsieur. Très grand monsieur. Donc voilà pour cette course au titre en Angleterre. Sinon, on a Chelsea qui a battu Aston Villa, qui met plus un pied devant l'autre, 3-0. Et qui est du coup actuellement deuxième ex-aequo du classement Chelsea. Et c'est ma question pour vous, les gars. Chelsea, est-ce que ça peut faire top 2 dès cette année pour vous? Ça peut, hein, bien C'est une évidemment. bonne question. Hein. Moi, je verrais plus top 5.
Top 5, c'est large, bien sûr, tous les jours. Top 5, c'est pour ça que j'ai pas dit top 5, parce que top 5, tout le monde va dire oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit top 2. Ouais, moi, je pense que Paris va faire top 10 en Ligue 1 cette année. En vrai, je trouve ça pas si large que ça. Hein. Il abuse. Top 5 en PL. Bah non, mais oui, mais avec l'équipe qu'ils ont... Avec Non, par Palmer contre, en on peut forme dire, comme ça, est-ce que Brighton va faire top 5? Si tu veux un truc où il y a un peu plus de... Ça, c'est intéressant. Ouais. Alors, je pense pas, mais ça serait beau. J'aimerais beaucoup, en tout cas. Moi, je les ai mis 5e dans mes prédictions, Brighton. Pour l'instant, ils sont là où je les ai mis. Manchester City va faire top 5. Ah, ce serait fou. Alors, City hors top 4, ce serait... Mais j'y crois pas. J'y crois pas du tout, mais ce serait complètement dingue. Vraiment, là, ce serait un séisme. Enfin bon. Donc voilà, bien évidemment, Guardiola a été prolongé la semaine dernière. Bon, c'est la pire période de City depuis un moment, mais voilà, au final, ils sont à 2 points de la 2e place. Mais c'est vrai que les voir 5e, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais vous avez vu ma réaction lors de l'Alpha Draft quand j'ai vu que c'était Man City les 5e. J'étais assez choqué quand même. On enchaîne ce week-end en Europe. Il y a eu PSG Nantes. Robin, j'imagine que tu as pu voir ce match. Non, justement, celui-là, je l'ai celui-ci, t'as pas pu le voir? Okay. Non, parce que j'étais un tournoi de poker. Ok. Dire. Mais par contre, j'ai vu le résumé et je suis content pour une fois de ne pas avoir vu ce match. Mais ça m'a surpris. Catastrophique et voilà, fidèle au plan de jeu de Luis Enrique qui est prêt à mourir avec ses idées. Tout pour la possession, donc ils avaient 83% de possession. 84,1, c'est le record de l'histoire de la Ligue 1. C'est le record. Depuis que Opta analyse les stats. Le record, pourquoi? Pour gagner 1 point à la maison face à une équipe qui est la plus mauvaise actuellement du championnat. C'est lamentable. Ouais, c'est lamentable. Voilà. Après, t'es dur parce que j'ai vu que t'as mis Ramos quand même en photo. C'est dur de lui tomber dessus parce qu'il n'a pas joué pendant 6 mois. Il revient à la compétition. Bon, voilà, mais l'équipe, non, c'est cata. Hein, mais moi, ça aurait été Ramos ou un autre. C'est plus que c'est sa posture, sa position. En fait, je trouve qu'elle illustre très bien le PSG qui la métaphore du match. Voilà, Enfin bref, c'est dans l'ensemble d'une semaine catastrophique, désastreuse, lamentable, et voilà. Mais je crois qu'on a déjà parlé de lui, mais Alex de Castro, le gars qui réalise des vidéos sur YouTube, il a dit ce match-là, on aurait dit un match de Football Manager. Tu surdomines le match. Et en face, il y a une équipe de cadavres qui te met un but de l'espace, parce que c'est vrai que le but de Nantes est incroyable. Ouais. Très beau but d'ailleurs, très, très beau joueur, ce petit Ablin là. Joueur très sympa de Ligue 1. Matisse. Ouais. Donc le PSG qui lâche un peu des points, mais bon, pour l'instant, Monaco n'est pas en train de les reprendre, ni Marseille, puisqu'ils sont en train de se neutraliser aussi. Ouais. Mais ça m'a vraiment surpris, parce que je m'attendais, généralement, après les désillusions en Ligue des Champions, vous mettez un point d'honneur à exploser le club suivant en Ligue 1. Luis Enrique a un peu fait tourner, hein, donc on avait quand même Dembélé qui ne jouait pas, il y a quand même des cadres qui étaient au repos. Ouais. Bon, après, repos ou sanction, on ne sait pas si c'est repos ou sanction. Il a été fou en conférence de presse. Ça n'excuse rien et c'est lamentable. Ok, ensuite on a quoi? On a le choc du week-end. Donc vous avez vu, j'ai commencé un peu à en parler la semaine dernière, à dire que les adversaires de Barcelone réussissaient de plus en plus à s'adapter à ce qu'ils font et à exploiter leurs failles. Et là, ils commencent à marquer le pas, Barcelone. Ils n'ont plus que 2 points d'avance sur l'Atlético Madrid, qui est en train de revenir très très fort. Et le Real, s'il remporte ces 2 matchs qu'il avait en retard, alors là, il y en a eu un remporté tout à l'heure, donc juste son match en retard, le Real, en fait, est premier du classement. Donc, malgré tout le foin qu'on a fait sur Barcelone, tout ce début de saison de malade mental, ce Joga Bodinto, etc., finalement, au soir de on est à quelle journée, là en Espagne, on est à la 15e journée. Au soir de la 15e journée, si le Real remporte son match en retard, c'est bien le Real qui sera premier de Liga, avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Mais qui est vraiment assez fou. Si je peux me permettre de parler un peu de ce match, en fait, le problème du système du FC Barcelone, c'est que c'est un système qui est max stéréotypé. Qui en fait, tu travailles ça quelques heures et tu arrives en fait à comprendre très vite ce qu'ils font. Il y a de ça. Et que c'est aussi très très risqué de jouer comme ça aussi. Parce qu'en fait,
Tu vois, c'est pas comme si c'était, on va dire, un système à la Man City ou qu'ils montent quand il faut. Quand tu vois ce que fait Cubarsí et son collègue Martinez, c'est qu'ils le font en permanence. Bah c'est ça. Et là, le deuxième but de Las Palmas, il vient d'une erreur d'alignement de la défense. Et justement, Cubarsí et Martinez, eux, sont parfaitement alignés. Avec, je sais pas qui c'est qui jouait à gauche ce soir-là, faudrait que j'aille voir les compos. Ils sont parfaitement alignés. Mais celui qui ne s'aligne pas, eh ben c'est... Oui. Pardon, désolé. Pardon, je suis désolé. 1-0 Juventus. Oui. Ah, alors attends. Wow, je suis désolé, peut-être que j'ai crié un peu fort, mais je suis... Putain, let's go. Oh là là, enfin. Putain, on mange du caca là depuis 1h10. Putain. Premier tir cadré du match, on marque. Il est où le match du Barça là? C'est quoi ça? C'était une journée en retard ou quoi? Pourquoi j'ai pas les matchs là? Mais après pour Valence, non mais je suis sur Valence. Sur Valence, c'est pour ça. Parce qu'en plus Valence, ils ont pas mal de matchs en retard par rapport à ce qui s'est passé. Ah oui. Non, mais c'est parce que j'étais pas sur la Liga, en fait, j'étais sur Valence. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi je trouvais pas le match. Putain, enfin, enfin. Et la boulette. Elio, il a plus vu de but de la Juventus depuis longtemps, on dirait le gars. C'est un peu exagéré. Ouais, voilà, ah bah c'est Koundé. C'est Koundé qui rate son alignement. Ah non, il sort à la 56e, donc c'est le remplaçant de Koundé. Alors il a dû se blesser, Koundé, qui c'est qui rentre? Eh ben c'est Gérard Martin. Gérard Martin ou Gérard Martin, j'imagine qu'on dit Gérard Martin. Martin, il rate son alignement complètement. Et du coup, c'est boulevard en fait. Hein. À partir du moment où il y a un des quatre qui faillit sur l'alignement, ça donne forcément une occasion de but de malade à l'équipe adverse. Et c'est ça qui fait que, ouais, t'as raison, c'est très risqué. Et est-ce que vraiment on peut tenir ça toute l'année et un alignement parfait toute l'année dans tous les matchs? Je sais pas. Et du coup, est-ce que sur le long terme, c'est viable ce qu'ils font le Barça? C'est une autre question qui se pose. Vous, c'est quoi votre sentiment pour l'instant sur ce titre en Liga? Est-ce que vous continuez de considérer, donc dans vos prédictions tous les deux, vous avez mis le Real Madrid champion. Est-ce que malgré toute l'ambiance morose autour du Real Madrid en ce moment, vous maintenez ce pronostic-là? Robin? Non, parce que j'ai du mal à voir Inigo Martinez tenir toute la saison à ce rythme-là. Parce qu'il a quand même 35 ans, 34 ans. Donc tu maintiens. L'an dernier, il était remplaçant. Tu maintiens le Real champion? Ouais, je pense. Je les vois vraiment passer devant. Parce qu'à moins que le Barça recrute des défenseurs cet hiver et qu'ils arrivent peut-être à mettre un Koundé dans l'axe et qu'ils recrutent un latéral droit ou alors qu'ils mettent un grand défenseur central. Mais je crois que c'est même pas la priorité du mercato. Donc, ouais. Ouais, non, il parle plus de joueurs offensifs là pour l'instant. Je pense que le Real va se réveiller, se rattraper et que le Real va passer devant. Ils ont trop de qualité pour finir deuxième. Toi, Elio, tu continues de voir le Real champion? Alors moi, je vois de plus en plus l'Atlético revenir. Ah oui, c'est vrai qu'il faut parler de cette équipe-là. Mais dans les deux cas, je vois quand même à la fin, si le FC Barcelone, je trouve qu'il y a quand même plus de choses à garder qu'au Real pour le moment. Ah bah largement, mais c'est ça qui est fou. C'est un début de saison flamboyant de Barcelone, mais derrière, un début de saison pourri du Real. C'est incompréhensible ce classement de Liga là. Barcelone, ils ont paumé des matchs un peu mal. Alors après, il y a 10 000 occasions de but pour Barcelone. Hein. J'ai regardé un long résumé du match de quasiment 20 minutes. Déjà, il y a un truc très rigolo dans ce résumé, c'est qu'il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu. Et le résumé est obligé quasiment de te montrer les 4 dernières minutes du match. Parce qu'il y a des occasions toutes les 30 secondes. 94e, 94e 30, 95e. Toutes les possessions de balles sont des occasions de but. c'est incroyable. Et il n'y en a aucune qui finit au fond. Mais ouais. Et en tout cas, cool pour Las Palmas. Hein. Beau club avec ton petit Molero qui a fait un bon match encore. Voilà. Donc ça, c'est pour la Liga. Dans les matchs notables on aurait pu rajouter, j'aurais pu aussi faire un petit visuel pour le Bayern qui s'est fait accrocher à Dortmund en Bundesliga. Oui, il y a eu 1-1, bien sûr. Ouais, il y a eu 1-1 dans ce match. Qui va dans les dernières minutes. Ouais, et le Bayern a bien galéré dans ce match. Hein. Limite, ils peuvent se sentir un peu dégoûtés. Dortmund, ils auraient pu les accrocher pour la première fois. Et sinon, juste, je voulais voir, parce qu'au moment où on a démarré l'émission, il y avait le match de Francfort qui était en cours. Donc, voir si Francfort a gagné. Ah, d'accord. 4-0 à Heidenheim. Ouais, Francfort a gagné, ouais. Et Marmouche, il nous a fait quoi?
Un doublé encore. Encore Oh un là là. doublé et un but Et d'Ekitike. Ekitike, qui marque encore. Ouais, non. Et Shaibi, passé par la Ligue 1. Incroyable, incroyable ce duo Marmouche-Ekitike. Ouais. Mais surtout Marmouche, vraiment. Et donc, du coup, Francfort revient à 4 points du Real. Bon, le Real, ils sont encore quand même assez largement devant. Et par contre, l'autre chose dont je voulais parler aussi en Bundesliga et d'ailleurs en Ligue des Champions, on n'est pas revenu dessus. Mais qu'est-ce qui se passe à Leipzig? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est l'effondrement total. Donc là, Leipzig, ils ont pris 5-1 à la maison contre Wolfsburg. Ouais. Ils ont 0 points en Ligue des Champions. 0 en 5 matchs. Ouais. C'est une crise de malade là-bas. Qui est le coach de Leipzig actuellement d'ailleurs? C'est comment il s'appelle? C'est le gars qui était qui a estampillé Et Red Marco Bull depuis Rose. le début. Marco Rose, Salzbourg. voilà. Qui est passé Ah, et par Marco Dortmund aussi. Marco Rose, qui est passé par Ah Dortmund. oui. Il y a un Ouais. moment même été un peu annoncé du côté du Bayern. Bah, à Et, mon avis, moi, il ne je- sera plus. Hein. Ben, mais moi je l'aime bien ce coach. Hein. Je sais pas ce qui se passe pour l'instant. Mais ouais, là il y arrive plus trop. Et pourtant, ils ont été longtemps leaders de Bundesliga, hein, Leipzig. Hein. Ils ont fait plutôt un bon début de saison. Mais en Ligue des Champions, ça a jamais pris. Et là, c'est en train de tout partir en cacahuète aussi en championnat. Très chaud. On termine par la Serie A. Elio, je te laisse nous raconter un petit peu ce week-end un peu flippant avec justement l'incident dont tu as commencé à parler tout à l'heure. Encore une fois, le plus grand championnat du monde nous a réservé pas mal de surprises, on peut le dire, même si c'est un week-end plutôt relativement calme. C'est un retour de pause d'équipe nationale. Les joueurs reviennent petit à petit. Le gros coup, alors on parlera après de ce qui s'est passé à Florence, mais d'abord on va parler du gros coup de la journée et c'est évidemment l'AC Milan qui l'a fait en battant Empoli 3-0. Tu dois être content, Jair, parce que Morata Oui. a enfin marqué. Enfin. Et à Milan, il y a un milieu de terrain, lui aussi batave, qui réalise une saison extraordinaire. Reinders. C'est Tiani Reinders Ouais, qui a encore marqué 2 buts contre Empoli. ouais, C'est incroyable. absolument, absolument extraordinaire. Il réalise une saison de malade mental. L'AC Milan revient au classement à la 7e place. Bon, ils sont encore un peu loin du top 5, mais ils se rapprochent petit à petit. Et après un début, on va dire, un petit peu compliqué, l'AC Milan revient vraiment vers ce top 5. Moi, je vois Sinon, surtout une victoire du Genoa. Tu m'as dit qu'il s'était enterré. Oui, on voulait en parler, la première de Patrick Vieira. Voilà. la première, et on sent tout de suite l'effet Balotelli. Hein. Tout de suite, on le sent. Bon, après, le Est-ce Genoa. qu'il a joué d'ailleurs? Est-ce qu'il a joué? Parce que Il est rentré à la Ah, il est 76e rentré. minute. Ah ouais. 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 Justement, je voulais en parler un petit peu avec vous parce qu'il y a un joueur, un ancien de Lorient et de l'OM qui a fait beaucoup parler de lui durant ce match. C'est l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de la Ligue 1, monsieur Isaac Touré. 2,6 m pour 98 kg, qui a pris l'un des cartons rouges les plus rapides de l'histoire de la Serie A. Ah ouais. Après 4 minutes de jeu. Ah, ok, et t'as vu la faute ou pas? C'est quoi? Alors, j'ai pas vu la faute, mais en tout cas, ça a complètement baisé le match de l'Udinese. Le Genoa a gagné, du coup, l'effet Patrick Vieira, hein, l'effet tout simplement Balotelli aussi. Quelle connexion incroyable. L'effet carton rouge, surtout. Non, mais Touré, je vais te dire, Touré, il a connu la Ligue 1 et il a connu Patrick Vieira à Nice. Ouais. Il s'est dit, le frérot, il est en galère. Il est trop en galère. On va pas non plus lui imposer de jouer à 11 contre 11. Ça va être trop compliqué. Thauvin, qui espérait revenir en équipe de France, est quand même rentré dans le rang. On voit quand même ouais, le là, masterclass de sa part depuis ouais. quand même 5-6 matchs. Donc ça commence à être dur pour lui. L'Udinese, plus que 9ème. Hein. Alors, ils sont encore, mais ça, voilà la série de l'Udinese. Bah, 4 défaites et 1 nul sur les 5 derniers matchs. Oui, ça s'effondre. Hein. Ça s'effondre bien. C'est très compliqué. Mais sinon, autre grosse surprise, alors qu'ils réalisent une grosse saison en Serie A, qu'en Europa League, ils sont premiers, la Lazio s'est inclinée contre Parme ça, c'était à l'extérieur. Ouais. C'était surprenant, ouais. Ouais, défaite 3-1 avec encore un but du Roumain Denisman. Ouais, alors, trop kiffant à l'Euro. C'est pas son complet, c'est pas un super héros, mais en tout cas, Denisman réalise un énorme début de saison avec Parme. Parme a gagné 3-1 avec 28% de possession de balle. Ah ben voilà. Pas mal. Pas mal. Et enfin, pour conclure cette page sur la Serie A, 2 autres informations. Naples qui bat le Torino. Alors, j'ai pu assister à ce match. Un Napoli qui est terrifiant parce que ça m'a fait penser un peu, comme l'Inter face à Leipzig, à une équipe
qui a joué un match d'entraînement. Complètement. Ils ont marqué à la 30e minute de jeu et après, ils ont déroulé. Ouais. Ils ont déroulé. Encore une fois, Scott McTominay qui marque. Et sinon, on va conclure sur des choses un petit peu moins réjouissantes, malheureusement, avec ce qui s'est passé sur la pelouse de Fiorentina-Inter. Après seulement 17 minutes de jeu, le malaise de monsieur Edoardo Bove qui s'est écroulé sur la pelouse. Beaucoup de peur, beaucoup de larmes. Derrière a commencé à prier. Et il est actuellement en soins intensifs. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Le match a été reporté. Et ce qui donc, du coup, pour le moment, alors on ne va pas parler de classement général pour l'Inter ou pour la Fiorentina par rapport à ça, mais on va parler de la plus grande société italienne qui est actuellement en train de gagner contre Lecce 1-0, comme vous avez pu le comprendre à mon cri juste avant. 1-0 dans un match qui est vraiment très, très compliqué. Alors, je vais juste vous dire les statistiques. Lecce est à 5 tirs cadrés contre 3 pour la Juventus. Oh là là. Mais on va dire que la situation est très compliquée. Il y a très peu de joueurs de champ. Contre Aston Villa, la Juventus ne pouvait faire que 4 changements. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok, ouais. Ils n'ont pas assez de joueurs. Ouais, dans ces conditions-là, la Juve, ce serait un gros résultat. Alors là, je vois qu'il y a un embouteillage à 28 qui est inédit. C'est quoi ce truc? Alors après, l'Inter, j'imagine, a un match en retard. Du coup, le match a été arrêté. Et l'Atalanta aussi a un match en retard. Ils jouent demain contre la Roma. Et la Gros match à venir contre la Roma demain. Et la FIO aussi, apparemment, a 13 matchs joués. Ouais. La Roma qui doit absolument se relever avec l'arrivée de Ranieri. La Roma est actuellement à 2 points de la zone rouge. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. Ouais. Et l'Atalanta qui continue son trajet mystique. 34 buts marqués, 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Ouais. 6-1 en Ligue des Champions contre les Young Boys. Top 8. Pour le moment, l'Atalanta, c'est quand même l'un des plus grands mystères du football européen de ces 10 dernières années, quand même. C'est vrai que, de toute façon, moi, Ilicic, il est dans mon cœur à jamais. Ah, moi aussi. Ah putain, t'as dit le nom qui va me faire pleurer là. Il m'a marqué. Franchement, j'ai rarement kiffé un joueur à ce point-là. Et moi aussi, mais pareil. C'est phénoménal. Ouais. On n'avait pas montré, juste je reviens dessus parce qu'on n'avait pas montré le classement de Ligue 1. Ni les résultats d'ailleurs, pour montrer que quand même il y a eu des choses sympas ce week-end dans Ligue 1. Avec notamment Lyon, l'OL qui a explosé Nice. Alors Nice qui est un peu la Juve de Ligue 1. Nice, ils sont complètement décimés. Je sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont dû faire en Europa League. D'ailleurs, on a oublié de parler de l'Europa League aussi. Donc Lyon, très belle victoire 4-1. Ils jouaient à Karabag. Et Nice qui a pris... une tôle contre qui déjà contre les Rangers, contre les Glasgow Rangers. Nice qui a perdu 4-1, mais Nice qui a dû venir au match avec 5 joueurs qui n'avaient jamais joué un seul match en professionnel de leur vie. Putain. Tellement ils ont de blessés. Donc voilà, donc Lyon qui revient du coup proche des places qui comptent beaucoup. Et voilà, après un début de saison un peu raté, là les Lyonnais ils sont vraiment bien relancés. Et puis on a toujours Monaco-Marseille qui est toujours à un but partout à la 76e minute. Et apparemment, le match est plutôt dominé par les Marseillais dans l'ensemble. Ok. Eh bien écoutez, les gars, c'est la première fois. On est à l'heure, on est dans les temps, on a même du rab. Magnifique. On a 2 minutes d'avance. La semaine prochaine, on sera encore là, dimanche 20h30. On espère peut-être pour la première émission. À 4. À 4. Avec l'autre fille. Bientôt aussi le retour des insiders. Ouais. C'est sur un coup, Jair? Ouais. On a plusieurs personnes en stock. On a plusieurs personnes en stock qu'on va faire venir petit à petit dans l'émission. Mais voilà, j'en profite du coup comme on a 1 minute pour repasser le message. Si vous êtes un expert ou une experte d'un club qui fait partie des 5 grands championnats, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux. On est sur Instagram, on est sur YouTube. Alors préférentiellement sur Instagram, sur la page Insta. Si ça vous dit de passer dans l'émission une 20-30 de minutes pour nous parler de votre club,
Écrivez-nous, c'est top. On a déjà eu Jonathan qui est passé pour le PSG, on a déjà eu Mélanie qui est passée pour Rennes, on a quelques autres insiders en stock qui vont venir bientôt. Mais voilà, on en cherche tellement puisqu'on en cherche un par club de chacun des 5 grands championnats. Donc ça en fait quasiment une centaine à trouver. Donc voilà, vous êtes peut-être cette personne-là, n'hésitez pas à nous écrire si c'est le cas. On termine là-dessus. Merci de nous suivre toujours plus nombreux et nombreuses. Et pareil, on a aussi une page TikTok maintenant. Donc on est sur Twitch, TikTok, Instagram. Et voilà, hein, nous c'est que du kiff chaque semaine. Là, la semaine dernière, il y avait eu les 20 minutes de retard, problème technique. Cette semaine, tout s'est passé nickel. On espère que vous avez kiffé. Et on vous fait des bisous. À dimanche prochain. Salut, à dimanche. Ciao.